et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce soir et de présenter cette troisième émission de cette deuxième saison. Le thème d'aujourd'hui, il va en intéresser plus d'un puisque nous allons parler de nourriture. Et oui, à quelques semaines des fêtes de Noël, on ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Nous allons parler aujourd'hui de l'alimentation de demain, mais aussi de l'alimentation d'aujourd'hui, évidemment, avec quelques séquences assez marrantes, assez loufoques, donc restez avec nous jusqu'au bout, ça vaut le coup. Bien sûr, je ne serai pas tout seul pour animer cette émission ce soir, puisqu'il y aura forcément avec moi mes collègues étudiants déjà, mais aussi parce qu'on a la chance d'avoir deux invités de marque ce soir, à commencer par monsieur Christophe Moreau qui est avec nous. Monsieur Christophe Moreau, bonjour. Bonsoir. Donc vous êtes Christophe Moreau, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le directeur du lycée hôtelier Jeanne et Paul Angier de Nice, c'est bien ça? Parfait, merci de m'accueillir. Mais, avec plaisir. Donc vous allez rester avec nous pendant une petite heure d'émission, pendant une quarantaine de minutes, et après on vous laisserait place donc à monsieur Christian Sinicropi qui sera avec nous. Donc Christian Sinicropi, ancien chef étoilé 2 étoiles au guide Michelin. Voilà, donc une émission très complète, donc restez jusqu'au bout avec nous. Christophe, bonsoir, on va commencer avec vous. Donc, je l'ai répété en introduction, vous êtes directeur du lycée hôtelier Jeanne et Paul Angier de Nice. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots, donc de combien d'élèves est-il constitué, quel sujet on y traite, etc. Bien sûr, avec plaisir. Écoutez, merci de m'inviter, de pouvoir me permettre d'échanger sur un sujet aussi important que celui-ci. Alors, en quelques mots, le lycée Jeanne et Paul Angier est le plus gros lycée hôtelier public de France. 1500 apprenants, quand je parle d'apprenants, on a 1000 élèves, 250 stagiaires du Greta et 250 à peu près apprentis. Donc en termes de plateau technique, c'est 24 000 m², de cuisine, de 3 restaurants, d'une boutique également traiteur d'applications, d'un bar sur le toit et puis un service également traiteur qui nous permet de faire de nombreuses manifestations à l'extérieur. Donc c'est complet, on part du CAP jusqu'au BTS, sans oublier le tourisme bien entendu, on passe par le chocolat, la sommellerie, le bar, la pâtisserie, les cuisiniers en dessert de restaurant, avec tous les produits, également les formations autour de la housekeeping, hein, les front office, back office, on voit quelques images ici, bien entendu tous les métiers autour de la cuisine, en salé et en sucré, les métiers autour de la salle et une grosse section également pour le tourisme. Donc tout ça c'est un mesclin avec lequel on essaie vraiment d'assaisonner au quotidien, de manière à ce que toutes les formations que nous dispensons, ces dernières aient du sens. Et quand je dis que c'est du sens, c'est important qu'elles collent à la réalité. Et notre démarche principale, c'est justement de faire en sorte que lorsque les élèves et étudiants sortent de cet établissement, ils ne soient pas surpris et ils savent de quoi ils parlent. Alors c'est vrai que les stages aident également, et l'alimentation est le sujet d'aujourd'hui. Écoutez, correspond en tout cas à ce que nous essayons d'inculquer au mieux dans notre établissement. Et donc, quand vous dites le plus grand lycée hôtelier de France, c'est en termes de volume, oui, tout à fait. En termes de volume, ouais, en volume, tout à fait. Nous sommes le seul à avoir 3 restaurants d'application. 3 restaurants, et un restaurant qui est réservé uniquement, je parle pour les élèves de seconde. Ensuite, on passe à celui du dessus pour les élèves de première, et on termine avec les élèves de terminale pour le restaurant qui s'appelle La Rotonde. La Rotonde, juste pour la petite histoire, c'est un clin d'œil avec l'hôtel Negresco, puisque l'hôtel Negresco, il faut savoir aussi, peut-être, je vais faire une genèse sur le mot augier. C'est important parce que vous savez que le niçois, moi aujourd'hui j'ai traversé le Var pour venir, hein, le niçois en général reste à Nice et le canois va pas à Nice. Alors c'est une réalité, mais c'est comme ça. Bon, alors en fait, la famille Augier était les propriétaires du Negresco. C'est la raison pour laquelle le lycée s'appelle Jeanne et Paul Augier, et nous entretenons d'excellentes relations avec l'hôtel. C'est la raison pour laquelle notre clin d'œil était notamment d'appeler un de nos restaurants La Rotonde, puisque dans le Negresco, il y a un restaurant qui s'appelle La Rotonde. Voilà. Très bien, merci en tout cas pour ce petit approfondissement. Nous, on va se recentrer un peu sur le thème, donc, qui est sur l'alimentation d'aujourd'hui et de demain. Est-ce que vous, si vous deviez la choisir pour les repas de Noël, je pense que vous avez déjà votre idée et que vous devez y réfléchir. Si je vous parle un petit saut dans le temps, en 2050, comment est-ce que vous voyez Noël et le repas de Noël? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des choses qui vont changer par rapport à celui de cette année, par exemple? Écoutez, nous sommes contraints de changer pour plein de raisons, parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur cette terre. Notre durée de vie s'allonge également, donc forcément il est impératif de pouvoir s'adapter à ça, et les choses évoluent. Alors c'est vrai qu'il y a toute une éducation à faire qui a été entamée
depuis déjà de nombreuses années. Rien que dans les écoles, quand on parle de la semaine du goût c'est important parce que le goût ça inculque, s'éduque déjà à l'école primaire. Donc nous, tous les ans, nous participons dans les écoles niçoises et de Saint-Laurent notamment à essayer d'inculquer le vrai goût des choses, et ça passe forcément par quoi? Par des produits de saison. Alors je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes en disant qu'il faut manger des produits de saison, que nous essayons de plus en plus parallèlement à faire en sorte que ce sont des produits locaux qui sont consommés. Alors ça paraît peu, mais c'est beaucoup aussi, parce que c'est vrai que la saisonnalité et le local, ce sont les deux cumulés des notions qui coûtent plus cher, mais nous on essaie d'inculquer ça et on voit que les choses évoluent. Nous étions juste, voilà, ça, vous allez voir un exemple. Aujourd'hui, dans un de nos restaurants d'application, il y avait un ragoût de barbe de Saint-Jacques. Alors quand les professeurs au départ m'ont dit ça, vous savez ce que la barbe, quand vous ouvrez une Saint-Jacques, il y a deux parties. Il y a la noix, la blanche que tout le monde aime, que tout le monde mange, et puis il y a la barbe, cette partie orangée qui est là. Et puis c'est vrai que la barbe, bon, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui était consommé certes, mais aujourd'hui ils ont fait un ragoût qu'avec ces barbes-là. Et je dois dire que moi j'ai été un premier surpris, c'est quelque chose que j'avais jamais mangé en tant que tel, ou en tout cas c'était pas le centre de l'assiette, et c'était quelque chose qui était très bien cuisiné et qui était remarquable. Qui était vraiment remarquable. Et je dois dire que, vous voyez, cet exemple-là, je vais en donner d'autres, mais fait partie d'une conscience qu'il faut absolument être attentif à tout ce que l'on peut manger. Aujourd'hui, la semaine dernière, il y a des jeunes qui préparaient des concours de cuisine. Vous savez, c'est révélateur, parce que les concours de cuisine, on en fait beaucoup. Et aujourd'hui, de plus en plus, dans les sujets, nous voyons une notion sur le gaspillage. Et le gaspillage fait partie intégrante, je me suis un peu documenté bien entendu avant de venir là, mais c'est important que la notion de gaspillage aujourd'hui soit réduite. Dans les cantines scolaires aujourd'hui, vous avez la table anti-gaspi. Et c'est vrai que la table anti-gaspi, c'est quoi? C'est dès que vous n'avez pas consommé un yaourt, vous le posez là. Et c'est vrai, dans la tête, dans cette éducation dont je parlais tout à l'heure, ça commence par là aussi. Et cette éducation, ensuite, chez nous, nous essayons aussi de la conforter, nous essayons de l'alimenter à travers des participations à des concours de cuisine où il y a ces notions d'anti-gaspi qui sont importantes. Les fans de carottes, par exemple, aujourd'hui, on ne les met pas à la poubelle. Les fans de carottes, elles sont frites, du verre de frire, et on va les rajouter dessus, c'est ce qui va amener quelque chose de croustillant. Il y a 10 ans, c'était beaucoup moins le cas. Et aujourd'hui, cette notion de gaspillage est primordiale et prise en compte, ce qui n'est pas le cas encore. Donc les choses évoluent. Pas suffisamment vite, mais en tout cas, les choses évoluent. Voilà quelques exemples. Et très bien. De toute façon, on reviendra là-dessus, sur toutes ces transformations alimentaires. On va en parler dans cette émission. Avant ça, on va accueillir Chloé Bachaouche, qui va nous faire un petit voyage dans le temps. Donc voilà, je vous parlais de 2050, on y va. Fermez les yeux, on est parti en 2050. Voilà, on les réouvre et on dit tous bonjour à Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Gaspard, bonjour Christophe. Donc Chloé, tu seras notre chef cuistot ce soir et tu vas nous dire ce qu'on va manger ce soir. On est le 24 décembre 2050 et il y a quoi au menu alors avant d'aller en 2050, on va juste revenir en 2023. Donc on peut dire qu'il y a fort à parier que les huîtres, le foie gras, la dinde et les bûches seront à table pour notre réveillon de 2023, mais par contre, c'est peu probable que ça perdure jusqu'en 2050. Comme vous le savez, les défis liés au réchauffement climatique, à l'accroissement et à l'augmentation de la démographie et à la surconsommation alimentaire nous contraignent inévitablement à faire évoluer nos habitudes alimentaires vers une approche plus responsable au cours de toutes les décennies à venir. En 2050, on devrait avoir un repas de Noël à 80% d'origine végétale contre seulement 20% d'origine animale, alors que c'est l'inverse aujourd'hui. Et donc du coup ça veut dire quoi? Adieu le foie gras, adieu la dinde, comment on va faire Noël alors? J'ai bien peur que oui, malheureusement, qu'on le veuille ou non, notre menu comportera plutôt des beignets de criquet, des toasts aux sauterelles et pour finir des chocolats aux insectes. Et oui, Gaspard, je vois ta tête, mais t'as bien entendu, on va manger des insectes. Il va bien falloir s'attendre à déguster une délicieuse bûche à base de farine de grillon. Et ça ne vous vend certainement pas du rêve. Et pourtant, c'est une option riche en protéines, respectueuse de l'environnement et certainement très surprenante en goût. Mais je vous en dis pas plus parce que Clément fera une chronique tout à l'heure et vous expliquera beaucoup mieux que moi. Mais tu disais un repas à 80% d'origine végétale.
Donc ça veut dire même plus de viande rouge, c'est quoi? Ces petits pois carottes à la place pendant tout le repas? Exactement, la consommation de viande pourrait diminuer de manière significative d'ici 2050 en raison de préoccupations croissantes pour la durabilité. Les alternatives à base de plantes seront au cœur de nos repas festifs. Tu pourras savourer une dinde végétalienne parfaitement assaisonnée, sans compromis sur la texture ni sur la saveur. Et donc ça vous donne envie? Oui, moi je suis très ouvert. Maintenant, ce que vous dites là, c'est vrai que nous avons cette année mis en place une fois par quinzaine dans un de nos restaurants un menu végétarien. Et il est vrai que, certains étaient un peu sceptiques. Et écoutez, je ne dis pas qu'on refuse du monde, mais en tout cas, on arrive facilement à faire en sorte que le restaurant soit complet. Donc, c'est une notion qui, aujourd'hui, est complètement dans les mœurs de chacun, et c'est une bonne chose. Et ce que vous êtes en train de dire par rapport à... ça porte un nom, le flexitarisme, c'est ça. Exactement, c'est finalement, c'est manger un peu de tout, mais voilà, tout à fait. dose. Et manger peu, mais mieux, finalement. Exactement. Et on est en plein dedans. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est cherché et recherché. Donc, c'est une bonne chose. On est dans le vrai, je pense. Oui, et en même temps, d'un autre côté, le repas de Noël, on se dit c'est le repas festif par excellence. Il faut se faire plaisir, mais oui, en même temps, c'est vrai. Mais penser... maintenant, est-ce qu'on attend vraiment Noël pour se faire plaisir? C'est pas faux. C'est aussi une question. Non, aujourd'hui, vous voyez bien comment ça se passe. Aujourd'hui, vous allez dans les restaurants, ils proposent des produits à base de truffes, des produits... Est-ce qu'on attend vraiment le 31 décembre? C'est ça, est-ce qu'il y a besoin d'une occasion finalement pour se faire Oui, plaisir? voilà, toutes les occasions sont bonnes. Nice a gagné dimanche au stade. C'était l'occasion aussi de manger du homard, non? Peut-être pas du breton, mais... Non, mais tout ça, je plaisante, mais aujourd'hui, toutes les occasions sont bonnes, je trouve, pour se retrouver, de pouvoir échanger, de pouvoir partager. Et c'est vrai que les plaisirs de la table, il y a eu l'histoire du Covid, et puis au retour du Covid, c'est vrai que cette notion d'échange, de partage est de plus en plus importante. Mais on peut partager autour d'un croque-monsieur autant qu'un risotto à la truffe. Et c'est bien comme ça, finalement. Et donc, est-ce qu'en 2050, on pourra partager un café au moins, Chloé? Gaspard, je suis désolée, mais c'est peut-être pas sûr parce que le café Arabica pourrait bien disparaître d'ici à 2050 à cause de l'augmentation des températures. Mais par contre, on pourra toujours se rabattre sur le Robusta qui, lui, est beaucoup plus résistant aux chaleurs. Par contre, j'ai une nouvelle qui pourrait te ravir, je ne sais pas. Avec la hausse des températures, le vin devrait être beaucoup plus alcoolisé, beaucoup moins acide et avec des arômes différents. Mais je crains que pour les amateurs de vin, vous soyez un petit peu déçus parce que cela pourrait être écœurant en cas de trop forte consommation, provoquer des vomissements, en somme, comme tout alcool fort. Bon, et si on parle pas d'alcool, de l'eau, on en aura encore? Eh bien, Gaspard, dans ce futur proche, la simple idée d'ajouter de l'eau à sa liste de courses devient une réalité incontournable. À Noël en 2050, l'eau devient un bien à gérer avec soin et peut-être même, qui sait, un cadeau du Père Noël. C'est un aliment à part entière et sa rareté exige un changement complet de nos habitudes alimentaires et de nos pratiques culinaires. La cuisine et les outils, eux aussi, doivent subir un changement. Les outils que nous utilisons pour préparer tous nos repas doivent être repensés pour optimiser chaque goutte d'eau. Par exemple, imaginons que l'on veut préparer des haricots pour Noël, des haricots frais. On va mettre plus ou moins 1 litre d'eau dans une casserole d'eau qu'on va ensuite faire bouillir. Déjà 1 litre d'eau, c'est énorme, juste pour faire cuire une dizaine d'haricots. En plus, quand l'eau bout, elle rejette beaucoup de gouttes d'eau, donc ça gâche encore plus d'eau. Et il faut savoir que les haricots sont composés à 90% d'eau. Donc je pense qu'il faudra tout repenser pour se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin au final de gâcher autant d'eau pour cuire nos aliments? Vous pensez-vous que c'est possible d'optimiser tout ça, ou en tout cas que ça rentre collectivement dans les mœurs? En tout cas, il y a une réflexion. Je vais vous donner un exemple tout simple. Dans notre établissement, à chaque étage, nous avons, et nous n'aurons bientôt plus, des friteuses qui font chacune 20 litres. Aujourd'hui, il faut casser le plan d'épargne si vous voulez manger des frites à la maison, en achetant l'huile. Et c'est vrai qu'on a complètement condamné ces friteuses au profit de petites friteuses qui font juste 2 litres, juste 2 litres d'huile, juste de manière à pouvoir utiliser l'essentiel et pas plus que ça. Et c'est vrai que cette notion d'économie est importante, et encore une fois, cette notion est enseignée. Et que ça part dans cet enseignement sur les référentiels de CAP et jusqu'au BTS également. En tout cas, c'est mentionné. Donc ça, c'est important. Il y a vraiment une prise de conscience à ce niveau-là, tout à fait.
Voilà, je viens de voir une petite question dans le chat. Est-ce que les chocolats vont être impactés pour Noël? Ah bah ça, on verra un peu plus tard parce qu'on pourra les transformer avec différentes choses, même peut-être justement l'imprimante 3D et la nouvelle technologie ou encore des insectes, Clément vous en parlera. Mais justement pour la technologie, ça jouera un rôle majeur pour la personnalisation des repas, donc justement peut-être pour les chocolats. Des imprimantes 3D alimentaires permettront de créer des plats sur mesure, donc justement, comme la question qui était juste ici, on pourra tout modifier comme on veut en fait. Donc ça pourrait être adapté au goût et aux besoins nutritionnels de chacun. Donc ça veut dire fini les disputes pendant les repas de Noël sur qui veut manger quoi. Chaque convive pourra créer son propre repas suivant ses envies et ses besoins. Et justement, on pourra même penser autre chose, c'est-à-dire composer son plat idéal et aller jusqu'à imaginer des légumes génétiquement modifiés qui pourraient changer de couleur en fonction de leur niveau de fraîcheur. Et donc ça pourrait être pareil pour les chocolats, pour les bûches, pour tout ce que vous voulez. Donc ça pourrait vraiment créer un spectacle visuel gustatif autour de nos tables de Noël en fin de compte. C'est vrai que c'est pas mal, ça pourrait enlever beaucoup de casse-tête pour les personnes qui cuisinent à Noël. Justement, c'est ma première question pour le chat. Si vous aviez le choix de choisir votre repas de Noël, quels ingrédients metteriez-vous dedans pour impressionner vos proches? Écoutez, voilà, donc Chloé, on l'avait dit en introduction, tu vas nous présenter le repas du réveillon de ce soir. Je t'écoute. Alors, je vous propose pour ce réveillon du 24 décembre 2050, en apéritif, des tapas d'insectes épicés avec un breuvage à base de soja et de céréales. Ensuite, pour l'entrée, des beignets de criquet sur son lit de salade d'algues accompagnée de verrine à la betterave et au verre de farine. Ensuite, pour le plat de résistance, un bon poisson d'élevage accompagné de ses petits légumes saupoudrés de grains de lin ou de lupin. Et enfin, la touche finale, le dessert, une délicieuse bûche truffée d'insectes agrémentée d'un café gourmand au grillon. Bon appétit! Bien. Alors moi, personnellement, ça me fait pas forcément rêver. Je suis content d'être en 2023. Mais c'est potentiellement dans 30 ans, vous pensez qu'on pourrait cuisiner ça de manière... commune? Écoutez, je suis pas devin, mais c'est vrai que les insectes, c'est quelque chose qui a déjà existé. Il y avait un restaurant célèbre à Nice qui avait mis quelques plats à base d'insectes. Et c'est vrai que c'est curieux, mais on doit aller de l'avant. Maintenant, en France, c'est vrai qu'on mange des huîtres et des escargots et qu'on est surpris lorsqu'on nous demande de manger des insectes. Même les cuisses de grenouille, c'est bien entendu. Et on voit que ça plaît. Totalement. Donc, je dis pourquoi pas. Il faut garder. De toute façon, pourquoi pas? D'un côté, on n'a pas le choix non plus. Il faut évoluer aussi. Non, moi, c'est quelque chose qui me surprend pas. Je dis pas que c'est quelque chose que j'attends avec impatience, c'est pas ce que j'ai dit, mais je pense que ça va dans l'ordre des choses, en effet. Je pense que aussi, pardon, excuse-moi Gaspard, je pense que aussi tout est dans la façon de le cuisiner. Il y a forcément des aliments qu'on ne mange pas et suivant la façon dont on cuisine, on aime. Bien sûr, mais c'est vrai que les produits, vous savez, nous on se rend compte, ce qui est important dans une assiette, Monsieur Sinicropi après vous en parlera sûrement autrement, mais c'est de savoir ce qu'on mange. Et c'est vrai que déjà limiter à 3 ingrédients dans une assiette pour savoir exactement le goût de chacun, c'est déjà beaucoup, quoi. C'est déjà beaucoup. Je voulais rebondir juste sur une question de Vicky qui est intéressante. Ça fait très longtemps qu'on en parle des insectes et chez nous rien ne semble bouger. Est-ce que c'est vraiment envisageable à court terme et non pas un fantasme? Alors moi je pense qu'il n'y a pas grand chose qui bouge si ce n'est les insectes dans l'assiette, s'ils ne sont pas tout à fait morts. Mais d'un autre côté, je pense que non, le fantasme, c'est pas un fantasme, encore une fois, ça a existé et ce restaurant a fermé pour d'autres raisons, mais c'était pas à cause des insectes et c'est quelque chose qui faisait des brochettes de verre, je me rappelle, j'ai eu l'occasion de manger là-bas à plusieurs reprises, mais finalement, pourquoi pas, encore une fois. Nous sommes en retard avec ça, nous n'avons pas le choix et nous allons forcément aller vers là-dessus. Et vos élèves, ils font des recettes à base d'insectes ou pas encore? Non. Alors, on n'en est pas encore là. Mais encore une fois, ça évolue tellement vite que ça ne saurait tarder. Il existe des concours qui sont avec une base de panier composé et puis après quelques choix à côté. C'est pas impossible que cette année ou l'année prochaine ou dans la décennie qui arrive, justement, on voit l'intégration justement de ces produits qui aujourd'hui font peur, sont surprenants. Mais d'un autre côté, vous savez, les choses évoluent. Je vais prendre un autre exemple. Vous voyez, j'étais sur Mont-Saint-Jacques tout à l'heure. On a fait, au lycée, nous étions jeudi soir, nous avons fait une soirée mer et océan. Et donc, bien entendu, tous les produits tournaient autour de la mer et des océans. Et forcément, pour le dessert, il fallait aussi trouver quelque chose. Et ils ont fait un dessert à base de chocolat
une coque en chocolat, coquille, et une Saint-Jacques, cette fois-ci la noix de Saint-Jacques. Ils avaient fait un joli décor, et finalement, tout est un problème de dosage dans la cuisine, vous savez, c'est une question de dosage. Et finalement, l'ensemble était harmonieux parce que l'un ne prenait pas le dessus sur l'autre, et finalement, ils ont présenté cette Saint-Jacques en dessert. C'est quelque chose qui a bien fonctionné et qui a plu, qui était surprenant. Et bon, ça a fait l'objet de plusieurs essais en amont, mais voilà, ça évolue. Les choses évoluent et dans le bon sens, et c'est une bonne chose. Justement, pour revenir à ce que vous disiez, j'avais vu quelque chose qui me disait qu'en gros, ils cherchaient de nouveaux mélanges pour le futur, et donc ça se construisait sur le fait de trouver les molécules, en fait. Et si les molécules correspondaient les unes avec les autres, ça pouvait justement créer une sorte d'excitation dans le palais qui fait qu'on pourrait justement apprécier... Donc c'est là qu'on pourrait trouver de nouveaux mélanges, comme justement le chocolat avec la Saint-Jacques. Je pense que tout est question de dosage, c'est ça. Bien sûr. Alors, où sont les limites? Alors, il y en a qui vont considérer que c'est du n'importe quoi. Il y en a qui... Bon, après, vous savez, hein, c'est toujours pareil. Hein, quand on innove, on doit faire face à plein de critiques. Mais je trouve qu'il faut essayer. Voilà. Ce qui est important, c'est d'essayer. Et pour revenir sur cette histoire de chocolat et Saint-Jacques, non, ça a été une réussite pour la quasi-majorité, je dirais, de nos clients. Oui, donc je pense que d'ici 2050, on aura encore beaucoup de changements. Oui, mais on progresse encore une fois. Ouais, mais j'en doute pas. Et puis finalement, je suis content d'être à Noël en 2050. Merci Chloé. Merci beaucoup à vous. Merci. Et tout de suite, on va pouvoir passer à autre chose. Donc là, on revient en 2023, un peu plus actuel. Il y a Théo Boissonneau et Flavie Elias, donc qui sont deux collègues à moi de deuxième année, qui ont été au marché Fortville, que vous connaissez forcément. Donc pour trouver une recette locale, végétarienne et à bas prix. Ça fait quand même beaucoup de facteurs, beaucoup de contraintes, et c'est pas toujours évident. Et bien écoutez, on va voir s'ils ont réussi, tout simplement. Écoutez, je vous laisse regardez ça tout de suite. Et oui Gaspard, et pour ça on est au marché de Fortville, souvent surnommé comme le ventre de Cannes. C'est ici qu'on va essayer de trouver des produits locaux et peu coûteux pour vous faire une recette qui, j'espère, saura satisfaire vos papilles. Il est 11h quand on arrive au marché le plus connu de Cannes. Les allées sont pleines et le choix est large. Du mardi au dimanche, les producteurs viennent vendre leurs produits cultivés dans les bassins cannois. Fleurs, poissons, épices, fromages ou encore fruits nous ouvrent l'appétit. Et parmi tous ces étals, le légume qui vient retenir notre attention, c'est la star de l'automne, le potimarron. Bon marché et riche en vitamine C, il sera parfait pour notre recette. Ouais, et il vient d'où? C'est de Tannoran. De Tannoran, au-dessus de Mandelieu. Ok, donc ça vient juste à côté. Oui, c'est juste à côté, c'est du coin. Tous ces produits, ça vient du coin. On fait que des produits français non traités. Et bien, ce sera parfait pour notre recette. Merci beaucoup, mademoiselle. Au plaisir. Ça vous fait 2,50 € s'il vous plaît. Et voilà, mademoiselle. Merci beaucoup, au plaisir. Pour compléter notre repas, on opte pour les œufs, une source de protéines végétariennes et peu coûteuse. Alors j'aurais besoin de 6 œufs s'il vous plaît. Alors qu'est-ce que vous voulez comme catégorie là? J'ai des gros plein air, j'ai des moyens plein air, j'ai des bio plein air, et après j'ai des poulines. Et ben je pense que je vais prendre des moyens plein air s'il vous plaît. Et du coup ces œufs ils viennent d'où? C'est les œufs qui viennent du Louis. Et vous pouvez les manger à la coque, ils sont extra frais, ils ont été pondus mercredi. Ben, merci beaucoup. Et pour ajouter un peu de goût à notre recette, quoi de mieux qu'une herbe aromatique? Les derniers bouquets de ciboulettes devraient faire l'affaire. Alors combien tu vas? 1,20 € s'il vous plaît. 1,20 €, hop, 1 €. Bah parfait, 1 €. Et voilà, bonne journée. Merci. À bientôt. Cette ciboulette du coup? Hein? Elle vient d'où cette ciboulette? Tanneron. Tanneron, d'accord, donc juste à côté vers Mandelieu. C'est juste la colline derrière Mandelieu. Très bien, ça marche. Voilà, c'est d'ici, c'est moi qui produis. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Alors avec Flavie, on revient du marché, on va trouver un potiron, de la ciboulette et aussi des œufs. Et donc avec tout ça, on va se faire des galettes de potiron. Allez, c'est parti. Donc on commence notre recette avec le potiron. Après l'avoir lavé, on vient le couper en deux de manière à pouvoir facilement vider les graines avec une cuillère. Ensuite, on va reprendre nos moitiés de potimarron qu'on va couper dans la longueur, puis en petits dés. On met ensuite tout ça dans une casserole avec de l'eau et un couvercle et on chauffe nos dés de potimarron une dizaine de minutes. Une fois que c'est bien cuit, on écrase les dés pour faire une belle purée de potimarron. Allez, maintenant on va passer à la ciboulette qu'on va couper finement. D'ailleurs, petite anecdote, la ciboulette fait partie de la famille des Amaralidacées, tout comme l'oignon. C'est pour cela que la ciboulette peut aussi nous faire couler quelques larmes en la découpant.
On passe maintenant à notre omelette. Dans un bol, on va casser un œuf. C'est là qu'on voit qu'ils sont de très bonne qualité vu la couleur du jaune. On va ajouter une petite louche de notre purée de potimarron. Et pour agrémenter tout ça, un peu de ciboulette, du sel et du poivre. On mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Allez, plus qu'une étape, la cuisson. Un peu d'huile dans une poêle chaude et c'est parti. Magicien dans la cuisine, foufou, tu crois vraiment que je vais te donner la recette? Une fois que ça crépite bien et que les bords de l'omelette commencent à bien se dorer, on la plie en deux et hop, dans l'assiette. Et voilà, pour 6 €, ça nous fait une recette végétarienne, locale et de saison pour 2 personnes. Bon appétit! Bon, c'est pas mal, hein. J'ai vu, ça vous a fait sourire cette recette. Non, mais je trouvais non, l'idée est bonne, mais si on est jusqu'au boutiste, il aurait peut-être il aurait pu plutôt récupérer toutes les graines de potimarron et les faire torréfier, les mettre dans le four très très chaud et de manière à les récupérer pour mettre dessus. Ça aurait amené le croustillant parce que vous savez, dans une assiette, ce qui est important, c'est que tous les sens soient mis en éveil. Et donc, faire torréfier les graines de courge, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, qui se faisait pas encore il y a quelques années ou beaucoup moins, et ça apporte le croustillant et le croquant directement dans l'assiette. Bon bah Théo, voilà. Flavie, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais vous étiez pas loin. Bravo. Justement, on a vu là le marché Fortville dans ce reportage. Vous fournissez aussi auprès de marchés locaux? Ah oui, alors on essaye, on tente. Alors c'est vrai que ça a un coût qui est supérieur. Alors nous, un établissement scolaire, l'objectif n'est pas commercial. Hein. Nous, on essaie juste d'arriver à équilibrer. Mais c'est vrai qu'il y a des produits que nous avons complètement bannis. Je pense au saumon notamment. Le saumon, pourquoi? Simplement parce que au niveau de l'empreinte carbone, le saumon c'est quelque chose qui est mauvais, on peut le dire, alors que le saumon fait partie d'une famille qu'on appelle les salmonidés. Dans les salmonidés, on a les truites également, et on a la chance dans la pays niçoise, notamment dans le Sian, d'avoir des éleveurs de truites, et nous aujourd'hui on travaille à 90% qu'avec des truites du Sian. Les volailles, on est en pourparlers pour travailler avec un volailler également de la RPI, mais c'est vrai que les coûts sont plus élevés, mais en tout cas on tend de plus en plus vers ça. Tout à fait. Et pareil, je vous interromps, et également pour les vins. Tout à l'heure, j'entendais parler des vins. Ici, nous sommes une région vitivinicole, et on a 70% de nos cartes dans 2 restaurants en tout cas, qui sont quasiment constitués de vins locaux, du 04 et du Var, du 06 et du Var. Oui, donc c'est aussi ce qui aide à faire votre notoriété aussi. Oui, aussi. Et puis, vous savez, je dis toujours, tout à l'heure, je parlais de l'OGC Nice parce que je dis toujours qu'on est chez nous. C'est important, avant de connaître ailleurs, de bien connaître d'où nous venons. La terre, c'est la nôtre sur laquelle nous marchons au quotidien. C'est important que les jeunes, dès le plus jeune âge, lorsqu'ils arrivent dans l'établissement, sachent et connaissent les produits que nous pouvons nous fournir. Je trouve que c'est normal de connaître la truite du Sian avant de connaître le saumon. Et des exemples comme ça, on en a plein d'autres. Alors on travaille avec la famille Oda également, je ne vais pas faire de publicité, mais qui sont connus et reconnus dans la vallée du Var, qui font toutes les herbes aromatiques. On travaille avec des cresses aujourd'hui, on utilise de plus en plus ça, qui s'appelle la pousseraie également. Ce sont des jeunes qui se sont implantés à Nice également. Donc vraiment, on va de plus en plus vers ça, et c'est une bonne chose. Et c'est vrai que, et sans prétention de notre part, notre établissement qui est neutre, une école ça reste neutre, et c'est vrai qu'on a de plus en plus de producteurs locaux qui souhaitent, qu'ils veulent, qui aimeraient que leurs produits soient présents dans notre établissement. Je pense aux bières notamment, on a la bière de Comté, la Soca bière, ce sont des produits qui sont encore une fois locaux, et c'est vrai que le choix se fait plus vers eux plutôt qu'une bière qui vient de l'autre bout de la France ou de l'autre bout de l'Europe. C'est juste normal, et c'est pas faire du favoritisme ou autre, non, c'est que on doit défendre nos produits en amont, sans bien sûr déroger sur l'ouverture d'esprit sur le reste, mais au départ c'est sur cela de produits, tout à fait. Eh bien, c'est tout à votre honneur. Alors. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, Christophe Moreau. Je suis désolé, on va devoir se quitter. Écoutez, tout le plaisir est pour moi. Bon, voilà. Avec plaisir. Le chat, voilà, donc on peut remercier Christophe Moreau d'être venu. Ah bah là, il y a encore eu beaucoup de questions par rapport à la recette. Bon. Mais en tout cas, merci Christophe, et puis on vous souhaite un bon retour. C'est moi qui vous remercie. Et puis écoutez, si vous avez l'occasion de passer à Nice, vous êtes les bienvenus. Et avec plaisir. On visitera les locaux. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci Christophe. Merci beaucoup. Nous, on reste ensemble. En plus, Christophe Moreau nous a fait une superbe transition puisqu'il parlait de l'empreinte carbone de ses aliments. On va accueillir tout de suite Aurélien Dufour. Bonjour Aurélien, comment tu vas? Salut Gaspard, ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Bon, l'empreinte carbone, moi, j'avoue, je sais pas ce que j'ai dans mon assiette, quelle empreinte carbone ça a.
Donc est-ce que tu peux m'en parler un peu plus, s'il te plaît? Eh ben bien sûr, alors l'empreinte carbone d'un aliment, en fait, ça désigne le total des émissions de gaz à effet de serre qu'a nécessité sa production, sa transformation, son transport et son stockage. Et l'empreinte carbone, elle se calcule en équivalent CO2. D'ailleurs, l'alimentation, c'est un des secteurs les plus polluants en France. C'est même le 3e secteur le plus émetteur en gaz à effet de serre, derrière donc le transport et le logement. Et comme je te le disais, c'est pas si étonnant que ça, quand on sait qu'il faut parfois des engrais ou des pesticides pour produire des fruits, des légumes, des céréales, et que nos produits parfois parcourent la terre entière pour finir dans nos rayons de supermarché, qu'ils y sont emballés puis stockés parfois dans des réfrigérateurs qui consomment de l'énergie. Donc ça fait quand même beaucoup d'émissions au total. Mais du coup, comment on fait pour calculer cette émission? Et ben en fait, il existe un éco-calculateur, c'est très simple d'utilisation. Tu rentres ton aliment, sa provenance et son poids, et l'éco-calculateur va donc calculer l'empreinte carbone de cet aliment. C'est un outil qui a été développé par l'association Bon pour le climat et Étiquetable, qui m'ont donc gentiment donné l'accès à leur éco-calculateur, donc je les remercie encore. Merci beaucoup. Et donc sans surprise, là où l'empreinte carbone est la plus élevée, c'est avec la viande. Par exemple, tu prends un steak normal de 100 grammes, l'équivalent, c'est l'équivalent de 4,2 kg de CO2 pour un seul steak haché, donc c'est quand même assez énorme. Et comme promis, j'ai calculé l'empreinte carbone d'un kilo de pâtes classique, donc là on est à 2,66 kg, donc c'est quand même pas mal aussi. Pour un avocat, on est à 645 grammes et une tomate à 400 grammes, donc mine de rien, c'est quand même pas rien. Mais alors dit comme ça veut un peu tout et rien dire, on a du mal à se rendre compte, je te l'accorde, mais l'ADEME, l'Agence de la transition écologique en France, a calculé l'empreinte carbone d'un repas moyen pour un Français, et donc elle est de 2040 grammes d'équivalent CO2. Donc à titre de comparaison, quand tu manges un steak par exemple, eh bien, tu manges l'équivalent de 2 repas moyens, et même l'équivalent de 8 repas végétariens, donc c'est quand même énorme. Et tout à l'heure, justement, Chloé, elle parlait du Noël de 2050. Pour rester dans la même idée de Noël, j'ai voulu calculer l'empreinte carbone d'un repas de Noël actuel, cette fois. Je ne sais pas si ça va être ton repas dans 2 semaines. Mais du coup, on va commencer par l'entrée, évidemment, avec donc, du foie gras, du saumon fumé et des huîtres, quand même. Hein, c'est la base. Mal, ouais. Ensuite vient le confit de canard. Je sais que tu en es friand, avec ses pommes duchesse. Et puis enfin, évidemment, on dessert la bûche de Noël. Donc quand même, on arrive à un total de 8238 grammes d'équivalent CO2. Donc c'est assez énorme, même si après, évidemment, c'est pas non plus un repas qu'on fait tous les jours. C'est quand même pas rien. Ouais, ça fait beaucoup. Mais du coup, si je me dis, allez, nouvelle résolution en 2024, je vais faire un repas avec 0 d'empreinte carbone, c'est possible ou pas? C'est possible, mais ça va être très compliqué parce que en fait, l'assiette zéro carbone, elle n'existe pas. Tout simplement, elle est vide. Car comme je te le disais plus tôt, chaque élément émet du gaz à effet de serre, même les produits locaux. Mais pour la réduire au maximum, il existe plusieurs réflexes qu'on peut tous mettre en place. Le premier, ce serait donc de réduire sa consommation de viande, car forcément, élever des animaux, ça nécessite de produire en plus des aliments pour les nourrir. Après, le but, c'est pas non plus de se priver. La nourriture, il faut que ça reste un plaisir, mais que tout le monde fasse un peu des efforts. Le deuxième conseil, ce serait d'éviter les produits transformés. On a pris l'habitude ces dernières années de manger des produits en conserve, réfrigérés ou congelés, au détriment des produits frais qu'on peut retrouver en marché, par exemple. Et évidemment, mettre en conserve des fruits ou des légumes ou les stocker dans des réfrigérateurs ou des congélateurs, ça consomme de l'énergie. Et enfin, le troisième réflexe à avoir, ce serait de choisir des produits qui sont de saison. Aujourd'hui, par exemple, on voit des tomates sur les étals de nos supermarchés toute l'année, même en hiver. Sauf que justement, produire des tomates l'hiver, eh bien, il faut des serres chauffées qui produisent 10 à 20 fois plus de gaz à effet de serre qu'une culture en plein champ traditionnelle. Donc c'est assez catastrophique quand même, vu comme ça. Ouais, c'est vrai que là, oui, ça fait quand même beaucoup. Bon, je pense que vous l'avez remarqué pendant que Aurélien, tu expliquais sa chronique et on le reprendra juste après. Bonjour, monsieur Christian Sinicropi. On vient de vous recevoir, si je peux vous présenter. Voilà, donc vous êtes ancien chef cuisinier, récompensé 2 fois 2 étoiles au guide Michelin, rien que ça. Vous êtes aussi, maintenant vous avez rejoint la start-up Mycophyto récemment. Et vous êtes aussi en train d'écrire un livre, je crois, sur l'univers du vivant, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Dans l'introduction, c'est ça. Donc, je suppose que l'empreinte carbone des aliments, vous saviez la calculer avant qu'on en parle. Alors, donc, je suis toujours cuisinier. Ça ne s'arrête pas. Je suis en partenariat avec Mycophyto, mais en fait, ça fait depuis déjà un moment. Là, aujourd'hui, donc, j'ai arrêté. Donc, on avait 2 étoiles Michelin depuis 16 ans et puis 18 au Guimio. Là, on a d'autres projets pour justement continuer dans cette lancée-là. Et pour répondre à votre question, au niveau de l'empreinte carbone, tout ça, c'est un sujet, on va dire, qui est intéressant, mais il faut penser intelligemment.
En même temps, ce qui est important, c'est d'amener un appel à un questionnement. On ne peut pas être là comme des juges ou juger ou avoir donné une impression de jugement. Ce qui est important, c'est surtout de se poser les bonnes questions et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord ? Nous, dans notre démarche de produits de saison, local, tout ce qui est local, tout ça. Bon, dans notre métier de cuisine étoilée, d'accord, sans que ce soit supérieur ou inférieur, c'est une culture. Aujourd'hui, c'est bien parce que ça atteint les foyers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné, donc c'est quelque chose qui n'est plus réservé à la haute cuisine française, et tant mieux. Mais cela ne s'arrête pas. Tout à l'heure, vous parliez de CO2, de taxes carbone, tout ça. Il faut savoir qu'avec le cloud, c'est pareil. Vous savez, aujourd'hui, on dénonce sur la nourriture, mais vos ordinateurs, vos téléphones, tout ce que vous stockez, moi encore aujourd'hui, je stocke sur des disques durs externes. Je ne stocke pas en serveur. C'est-à-dire que pourquoi ? Parce que déjà, je ne sais pas si demain, il peut y avoir des hackers, ce genre de choses. Et donc, toutes les informations peuvent partir on ne sait où. Donc, et en même temps, ça demande au niveau énergie, mais c'est énorme. Vous enlevez le cloud déjà, au niveau de tout ça, de tout ce que vous avez relevé, c'est un problème. Voilà. Après, recadrer si vous avez besoin d'autres. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose où oui, on y fait attention, mais regardez les médicaments. Aujourd'hui, les médicaments, vous avez à la pharmacie avec votre ordonnance. On vous donne une boîte avec, vous allez peut-être utiliser 3/4 de cette boîte et le quart qui reste, vous allez le jeter. Donc si au départ, vous allez à la pharmacie, on vous donne le dosage que vous avez besoin, simplement, c'est moins de gaspillage. Après, la manière dont on consomme. Vous voyez, je pense qu'avant d'essayer de faire des révolutions, je pense que la révolution, elle est dans notre attitude. Les révolutions, elles ne se font pas dans la rue, c'est dans notre manière de consommer. Et je pense que c'est ça qui est pas mal. Par exemple, de regarder l'exemple des œufs. Les œufs qui étaient élevage intensif, tout ça. Ouais, bien sûr. Ils se sont aperçus qu'ils en vendaient de moins en moins. Parce que le consommateur a été sensible et ne voulait plus cautionner à ça. Donc aujourd'hui, vous trouvez dans les supermarchés des œufs bio élevés en plein air. Donc ça a été une vraie révolution. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, vous en parliez et c'est le cas dans tous les domaines. Nous, là, ce soir, on parle plus d'alimentation, mais oui, c'est vrai que dans tous les domaines, on est impacté par ça. Donc on va juste se reconcentrer sur l'impact carbone. Ouais. Aurélien, tu avais un petit quiz à nous faire à Christian et à moi, et aussi au chat, je crois. Ouais. Bien sûr. Donc ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait pas jouer avec la nourriture, mais là je pense qu'on peut se permettre. Donc je vous propose un quiz sur quel aliment a la plus grande empreinte carbone, et à chaque fois on va comparer 1 kg de chaque produit. Voilà, donc le premier duel, on va dire, c'est donc entre 1 kg de saucisson et 1 kg de tomates. Lequel a la plus grande empreinte carbone ? Eh ben écoute, si ça te dérange pas, on va la poser à notre chat. Exactement. Qui est présent depuis tout à l'heure, si vous êtes encore là. Donc voilà, comme Aurélien l'a dit, pour vous, quel aliment a la plus grosse empreinte carbone ? Est-ce que c'est le saucisson ou est-ce que c'est la tomate ? Répondez et puis on verra à la fin du quiz qui a eu bon. Voilà, donc on peut même maintenant passer au deuxième duel. Entre 1 kg de pâtes donc et 1 kg de riz, selon vous, Gaspard et vous, Christian, quel est donc l'aliment qui a la plus grande empreinte carbone ? On compare toujours à 1 kg, évidemment. Pour moi, ce serait les pâtes. Les pâtes, ouais, et toi Gaspard? Je pense que je dirais pareil, mais... Ouais, vous êtes bon, franchement vous êtes bon, et c'était dur, enfin c'était quand même serré. On est à 2,66 kg pour les pâtes et 2,33 kg d'équivalent carbone pour le riz, donc ça joue pas grand chose, mais vous aviez raison. Donc voilà, un point partout. Le troisième duel, donc 1 kg de clémentine contre 1 kg de mangue, c'est un duel de saison on va dire. Selon vous... Attention, là, alors ça dépend d'où provient la mangue et d'où provient la tomate, et si c'est en saison ou pas. Là, les mandarines, ouais, vous êtes bon. Donc, selon vous, du coup, ça serait quoi? Alors, si on respecte les saisons, et donc là où nous sommes, en France, sur la Côte d'Azur, normalement, il n'y a pas de mangue. Ouais. Théoriquement, ça serait la mangue. C'est ce que je me dis aussi. Je pense qu'il y a un transport qui est plus long chez la mangue. Ouais, c'était assez facile. Évidemment, la mangue qui a une empreinte carbone 10 fois plus élevée quand même que les clémentines. Donc, c'est assez énorme parce que souvent, la mangue vient d'Amérique du Sud. Donc, il faut l'importer. Attention, aujourd'hui, en Italie, dans le sud de l'Italie, ils enlèvent certains agrumes pour planter justement des bananiers et des mangues. Et des mangues, ok. Donc, parce que le climat change. Et oui, forcément, les espèces montent au nord. Ok, donc deux partout. Quatrième duel, 1 kg de lentilles contre 1 kg de poivrons rouges. Selon vous, quel est l'aliment qui a la plus grande empreinte carbone?
entre les lentilles et poivrons rouges. Moi, je partirais peut-être sur le poivron. Bah, après, alors, poivron, je pense pas. Parce que les lentilles, il faut se dire que les lentilles, elles sont récoltées, ensuite elles sont séchées, elles sont conditionnées. Donc il y a tout un process de stockage et d'emballage qui fait que le poivron, vous le récoltez et vous le mangez. Donc je dirais plutôt les lentilles. Ok, donc et toi aussi lentilles ou poivron? Non, je disais poivron. Un point pour toi, Gaspard. 1 kilo de poivron rouge, on est à peu près 1 kilo d'empreinte. Et qu'est-ce qui fait que c'est alors c'est la lentille, on considère que c'est une lentille qui est vraiment locale, qui a peut-être moins besoin d'être transformée, etc. En tout cas, selon la lentille. Ouais, selon les sources en tout cas du portail de l'ADEME Agribalise, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont calculé. D'accord. Donc, ok, bah, question. Parce que quand on dit, là moi je parle du produit brut, c'est-à-dire que vous avez les lentilles, que vous êtes obligé de transformer en sec, mais le poivron, lui, non, vous n'avez pas besoin de le transformer en sec. Donc dans la théorie, vu qu'il n'y a plus qu'à prendre, il y a moins d'empreinte carbone dans le poivron rouge que dans les lentilles. Après, oui, si vous le transformez, bien sûr, après, ok, oui, bien sûr. En effet, le poivron peut basculer sur une empreinte carbone beaucoup plus importante. Mais si on prend une échelle comme ça, théoriquement, voilà. Je suis pas un mauvais joueur, hein, de toute façon. Hein. Un petit peu quand même. Non, en tout cas, on pourra aller revérifier sur le site, sur le portail de l'ADEME. Et donc, en tout cas, moi, je prends ton point, bien sûr. Et enfin, dernier duel, on va clore un grand débat. 1 kilo de pâte carbonara ou 1 kilo de pâte bolognaise. Faut imaginer qu'on a vraiment faim quand même, hein, pour manger 1 kilo de pâte carbonara. Selon vous, donc, quel est l'empreinte carbone? Ouais, l'empreinte carbone la plus élevée entre les deux plats. Tomate, non. Fromage, non. Les pâtes. Là, vous avez du cochon. D'accord, donc ça demande beaucoup plus d'ingrédients. Théoriquement, c'est la carbonara qui est plus. La carbonara pour vous. Et toi, Gaspard? Moi, j'aurais non, mais il y a de la viande, pardon. C'est bolognaise à côté bolognaise à droite et carbonara à gauche. Ah, bolognaise. Bolognaise. Ah ouais. Attention. Moi, je pense que la viande, je pense que la carbonara peut être moins forte. Pour toi, c'est bolognaise l'empreinte de la carbone la plus élevée. Et vous, Christian? Alors, la bolognaise, pâte, sauce tomate, bœuf. Bon, le bœuf, c'est beaucoup plus gros que le cochon. C'est un fait. Mais vous avez la crème qui est dans la carbonara, vous avez le fromage, enfin... Non, pardon. Attention. Pardon. Ouais. Non, pardon. On va perdre des viewers. Attendez, la recette de la carbonara, je vais la donner tout de suite, comme ça on va régler les choses. Il n'y a pas de crème, d'accord? C'est du pecorino ou du parmesan, mais bon, plutôt pecorino, d'accord? Mélangé dans des jaunes d'œufs, ok? Les pâtes, et ensuite vous avez la joue de cochon qui est fumée, ensuite émincée. Ça, c'est la carbonara, ok? Donc pas de crème. La carbonara. Ok, allez, bolognaise. Donc pour toi? Allez. Donc la vraie Attends, j'ai pas donné ma réponse. Ah ok, je croyais que vous l'aviez donné, excusez-moi. Bolognaise. Bolognaise. Et vous avez raison. Égalité. Ah, égalité donc, du coup. Quasiment 2 fois plus, la pâte bolognaise, quasiment 2 fois plus d'empreinte carbone. Ouais, le bœuf, c'est vrai que comme on l'a vu tout à l'heure, le bœuf c'est une forte empreinte carbone. Donc voilà, finalement égalité. Voilà, félicitations. Ouais, il y a un peu gagné quand même. Allez, on l'accorde. On partira, bons amis. C'est ça. Et pour reprendre du coup le premier duel entre 1 kg de saucisson et 1 kg de tomate, j'ai vu quelques réponses. Évidemment, c'est le saucisson qui a une plus forte empreinte carbone. Ils avaient dit, je sens la question piège. Mathieu, par contre, tu vois, qui avait dit la tomate, pourquoi tu peux lui dire pourquoi c'est plus le saucisson? Évidemment parce que le saucisson c'est du porc en règle générale et que du coup comme on l'a dit tout à l'heure, il faut de plus en plus des aliments pour nourrir justement les cochons et donc forcément ça a une plus forte empreinte carbone qu'une tomate. On considère aussi que la tomate, on la prend de saison, évidemment pas. Et donc en provenance d'ici. Bien sûr. Ouais, okay. Mais en même temps, vous comparez deux choses, deux produits, un qui est produit brut et un qui est produit travaillé. Alors on va enlever le mot produit. Moi, j'appelle ça considérable, d'accord? Parce que le mot produit, c'est très péjoratif. On parle de vivant. La tomate, c'est vivant, hein, c'est du végétal. Et le cochon, là. Donc là, vous avez le cochon qui, lui, a été transformé, donc demande beaucoup plus, d'accord? Beaucoup plus d'empreinte carbone que la tomate, elle. C'est une question assez facile, aussi. Ça joue aussi. C'est-à-dire que si on prend simplement la viande du cochon, vous la faites cuire, il y aura toujours une empreinte plus importante, bien sûr, par rapport à ce que vous avez relevé tout à l'heure, mais il faut vraiment comparer des choses. Voilà, c'est juste. Il y a une réponse intéressante de Vicky dans le chat qui dit « Après, aujourd'hui, les tomates des sauces tomates industrielles, par exemple, viennent de Chine, donc une énorme empreinte carbone. » C'est ce qu'on disait sur la provenance. Là, on parlait de la tomate. Voilà, c'est ça. Pour répondre à Vicky. Avait relevé, hein. Ça, ça, tu l'avais dit. Mais en tout cas, bien tenté, Vicky, d'avoir voulu défendre Mathieu. Franchement, c'est sympa. Bon, en tout cas, merci Aurélien d'être venu nous expliquer un peu sur l'empreinte Merci à toi, Gaspard. Merci, Christian. Non, mais c'est super intéressant. Je vais y penser, pourquoi pas utiliser étiquetable à partir de maintenant. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, merci Aurélien. Avec plaisir. Tout cas,
Et donc nous on va passer à un nouveau sujet. Est-ce que vous connaissez monsieur Simon Duval? Le chef Simon Duval? Non. On va dire oui. Bon, allez-y, présentez-le alors. Alors non, je dis oui. Ah d'accord, ok. J'ai eu deux langages, le verbal et puis le non-verbal. Le non-verbal. Ouais, alors je vais me fier au non-verbal. Donc Simon Duval, c'est un chef cannois. Donc je pense que vous le saviez, mais il y a quelques jours, Cannes a accueilli le Festival international du film écologique et social. D'accord. Cannes riche en événements, donc il y en a tout le temps. Je comprends que vous l'ayez laissé passer. En plus des projections, il y avait l'organisation qui a organisé un repas réalisé par ce chef, du coup, ce fameux Simon Duval. Et donc l'objectif, c'était de proposer des mets en accord avec les valeurs de l'événement et l'engagement écologiste du chef. Donc c'est des produits utilisés qui sont bio, qui sont issus du circuit court. La viande et le transformé ne font pas partie de la cuisine de demain, pour Simon Duval en tout cas. Donc on a nos deux collègues à nous, Eulalie Merel et Nina Osmond, qui ont rencontré le chef Simon Duval. Donc on l'écoute et on pourra après débriefer un peu de ses propos. Je me fournis essentiellement dans les COP ou chez les producteurs locaux en direct pour avoir vraiment ces produits les plus sains possibles en culture raisonnée et d'avoir aussi cette notion d'avoir des légumes ou des fruits qui sont récoltés dans un laps de temps assez court pour garder ce qu'on appelle un peu le prana, l'énergie qu'il peut y avoir dans ces légumes et pouvoir les cuisiner à sa juste valeur et fournir des repas délicieux. Expérimental, il travaille, il a dit, sur un mode d'alimentation qui est conscient. Vous partagez ce point de vue? Oui, après, ce qui est bien, c'est que c'est un peu comme l'histoire du colibri. D'accord. Donc, ce qui est bien, je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire du colibri. Je suis pas sûr. Alors voilà, il y a un incendie, puis il y a des grands oiseaux qui sont sur le côté. Il y a juste le colibri qui est tout petit oiseau qui va au lac, qui va chercher de l'eau et il essaie d'éteindre l'incendie. Et les grands oiseaux le regardent comme ça, ils faire l'aller-retour, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait? Puis au bout d'un moment, il pose la question au colibri, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. Tu crois que tu vas éteindre l'incendie? Puis le petit colibri répond, moi j'ai fait ma part. Donc ça veut dire quoi? Si chacun fait sa part, finalement je pense que c'est ça qui est bien et je trouve que sa démarche, à partir du moment où il va dans cette dynamique, je pense que c'est très bien. Chacun à son échelle. Oui, mais c'est très bien, bien sûr. Voilà. Après, ce qui est important, c'est d'amener une prise de conscience. Je dis toujours à ma tribu, c'est une brigade, mais je dis tribu parce que c'est beaucoup plus proche. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes devenus. C'est-à-dire que, vous voyez, cette maturité où on pense, cette prise de conscience, tout ce que l'on veut, ça n'a rien d'exceptionnel parce qu'en fait, à votre âge, nous avions, et peut-être que vous êtes beaucoup plus conscients que nous, d'accord? Si on fait une comparaison, vous êtes plus conscients que nous. Nous étions moins conscients parce que toute la configuration était différente. Donc aujourd'hui, nous, cette prise de conscience, il y a eu un travail pour arriver à ça. Vous avez pris des raccourcis parce que vous avez une maturité et un constat réel aujourd'hui où nous sommes face à une situation qui est concrète, d'accord, changement climatique et tout ce qui va avec. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, c'est vous qui réagissez et puis il faut réagir. Après, voilà. Après, comme on dit, il n'y a pas de moralité à donner. C'est très important. Il faut essayer. Il faut appliquer, en tout cas dans son entourage. D'accord. Le but, c'est pas de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. C'est déjà d'essayer de l'appliquer dans sa propre vie. Déjà, vous l'appliquez avec vos amis, avec votre famille, envers vous-même déjà. C'est important. Mais déjà, je pense que c'est quelque chose d'hyper positif. Bon, alors on y pensera. Et puis même, c'est ce que je disais aussi dans ma chronique, le but c'est que tout le monde fasse un peu des efforts. L'important, et surtout en nourriture, c'est qu'il faut que ça reste un plaisir, pas qu'on se prive. Le but c'est pas du jour au lendemain, hop, on arrête de manger de la viande ou quoi, mais pourquoi pas essayer de la réduire si on peut. Et si tout le monde déjà fait ce geste, c'est sûr qu'on pourra avoir aussi de bons résultats. Et c'est justement ce que dit le chef Simon Duval, et on va écouter tout un extrait de ce qu'il dit, mais il faut essayer de comprendre justement notre méthode d'alimentation. Comprendre le vivant. Pour après, voilà, comprendre le vivant. Pour après construire. Exactement. Alors on peut écouter Simon Duval qui nous explique. Je vais tourner vers les influences de l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, c'est une médecine holistique ancestrale millénaire qui date de plus de 3000 ans, qui vient d'Inde. C'est un peu le système de guérison du yoga et ça apporte en fait des clés de connaissances sur les saveurs, les émotions et la combinaison de certaines épices qui permettent d'avoir une forme d'antidote à des légumes qui pourraient amener un déséquilibre digestif. Donc ma cuisine maintenant, elle se centre essentiellement sur le pouvoir du système digestif.
Donc l'Ayurveda, il parlait du système digestif et de ses pouvoirs. Et donc l'Ayurveda, ça se base sur la théorie de 6 saveurs. Donc le sucré, le salé, l'acide, l'amer, le piquant et l'astringent. Et donc toutes ces saveurs, elles sont liées à des émotions. Par exemple, le sel, il est relié donc à l'énergie. Et donc, selon notre consommation, ça joue sur nos énergies. Si on consomme trop de sel, par exemple, on pourrait avoir un surplus d'agressivité. Je ne sais pas si vous le saviez. Après, il faut savoir que même si notre corps se ressemble sur les grandes lignes, il faut savoir que une personne qui vit en Inde se nourrit complètement différemment d'une personne qui vit en Europe. Il y a plusieurs raisons. Les épices jouent un rôle. Les épices ne sont pas là pour faire beau, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle de désinfectant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même chaîne du froid comme nous l'avons nous en Europe. Donc tous ces ingrédients, dès le départ, depuis l'origine, ma cuisine c'est une cuisine originelle. C'est quoi originel? C'est de revenir à l'essentiel, de faire redécouvrir, d'accord, des notes de parfum et de saveurs que on a tendance à négliger ou qu'on a transformées. Je travaille également d'une certaine manière où pour comprendre le goût, pour comprendre le vivant, il faut comprendre son anatomie. Et son anatomie se trouve dans le goût. Le goût est constitué de quoi? De notes, de parfums et de notes de saveurs. Dans les saveurs, vous avez exactement ce que vous avez relevé, le sucré, salé, amer, blablabla. L'histoire du sel, tout dépend de votre constitution, de votre organisme. Des personnes, on va leur demander de prendre moins de sel parce qu'ils font de l'hypertension. Donc vous voyez, finalement, il n'y a pas de règle universelle. Par contre, oui, en effet, c'est intéressant de comprendre quel est le rôle du sel. Parce que ma cuisine, par exemple, il y a très peu de sel. Pourquoi? Parce qu'il y a naturellement du sel dans le considérable. D'accord? Donc, mon assaisonnement, on est plus dans de l'acidité. L'acidité, donc l'agrume, par exemple, le citron, amène un assaisonnement qui est hyper digeste et qui est hyper sain pour l'organisme. Mais tout dépend de chacun, vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pensée unique. Et c'est ce qui fait la particularité des chefs aussi. Non, la particularité de notre et de la cuisine en général, bien sûr. Ouais. Et du monde. Donc là, j'étais récemment au Vietnam, et dans un marché, c'était incroyable. Les stands de viande, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait rien. Et Vietnam, qui dit Vietnam, dit donc il fait lourd, et puis il fait 35 degrés. Dans des marchés. Mais ils ne sont pas morts, ils consomment cette viande. Et ce qui est intéressant, cette viande, ils ont une façon de... Alors vous, ne vous amusez pas à prendre une viande, d'accord, qui est restée au chaud et qui a subi la température. Non, ils ont des codes. Ils utilisent des épices, une manière de cuisiner. Donc déjà, ils ne mangent pas saignant, ils mangent très, très cuit. Ils mettent des épices. Ces épices, il y a... Donc dans la médecine, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas faire un cours sur ce que je ne sais pas. Mais... En tout cas, dans tous ces épices, ils jouent un rôle de désinfectant qui va dans ce sens. Donc, au Maroc, c'est pareil. Donc, la culture, c'est là où il ne faut pas tout mélanger. Tout dépend de la culture. Et c'est super intéressant. Et vous parliez tout à l'heure, bien sûr, de cuisine originelle. Oui. Vous, donc le thème de notre émission, là, c'est l'alimentation 3.0, l'alimentation de demain. Oui. Est-ce qu'elle vous fait peur, justement, cette Non, pas du tout. Pas du tout. C'est là où c'est... Moi, je dis que dans ce côté hyper angoissant, d'accord, parce qu'on vit dans une société aujourd'hui, c'est hyper stressant, la télé, tout, on a de la chance. Nous avons de la chance parce qu'aujourd'hui, nous pouvons tout changer. Alors, quand je dis tout changer, il faut raisonner comme des bâtisseurs. Il faut avoir un esprit beaucoup plus ouvert et se dire, ce que je vais entamer, je ne verrai pas la fin. Par contre, ce qui est important, c'est quoi? C'est de pouvoir le transmettre pour que d'autres puissent continuer à aller dans cette démarche et faire mieux que ce qu'on a fait. C'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est pas de dire, allez, on va avoir des résultats dans les médias. Non. Nous sommes des mutants. D'accord? C'est-à-dire que si on regarde l'être humain de ses origines à aujourd'hui et dans l'avenir, il y a toute une mutation qui se fait. Là, elle est un peu accélérée de par les conséquences de nos actes, de tout ce que vous avez déjà relevé. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire comment je peux faire. Et cette cuisine originelle, finalement, c'est quoi? Moi, par exemple, dans ma cuisine, on vit une expérience. D'accord? C'est quoi cette expérience? Il y a la forêt. Il y a un plat qui s'appelle la forêt. Et quand vous goûtez ce plat, en fait, on a de l'intensité dans les sens, la jouissance des sens. La jouissance n'est pas simplement liée à la sexualité. La jouissance est liée au sens. Chaque sens vous amène à une forme de jouissance, de plaisir. Et la cuisine, c'est quoi? C'est le 8e art. C'est le seul art qui réunit ces 5 sens à ce moment-là. Donc la forêt, vous allez avoir le visuel, vous allez sentir, vous allez toucher avec la langue. La langue, c'est tactile. Ensuite, vous allez donc entendre le croustillant et vous allez absorber tout ça. Et quand vous goûtez la forêt,
d'accord, et ben vous voyagez dans la forêt, vous fermez les yeux et vous êtes réellement dans la forêt. L'odeur de la mousse, l'odeur de bois, les feuilles, le champignon, la terre, tout ça sont présents. Et ce qui est important, c'est être sensible, se ressensibiliser à notre environnement, à notre biodiversité. Chose qu'aujourd'hui on considère d'acquis, d'accord, et qui est devenu invisible, mais qui est toujours présent. Eh bien justement, je pense qu'on va devoir se sensibiliser encore plus à notre biodiversité, à notre environnement, parce qu'on accueille Nafida tout de suite. Bonsoir Nafida. Salut Gaspard et bonjour Christian. Bon, on est au port de la Méditerranée et toi tu voulais nous parler des algues ce soir. Eh bien oui, je vais vous parler des algues. Alors on le sait tous, la population mondiale s'approche lentement des 10 milliards d'habitants. Et ces 10 milliards d'habitants, il va bien falloir les nourrir. Et selon une étude de The World Resources Report, pour nourrir autant de personnes, la production alimentaire mondiale devrait croître de 50%. Une augmentation qui demanderait donc 567 millions d'hectares de terres arables. Et donc cultiver autant de terres irait totalement à l'encontre des efforts faits pour la lutte contre le changement climatique. Et concrètement, la meilleure des alternatives serait les algues. Facile à produire et peu énergivore, l'algue est un aliment complet, très riche en protéines, en fibres, en acides gras, en vitamines et très pauvre en lipides, ce qui fait d'elle un aliment léger et à digérer et bénéfique pour notre transit intestinal et notre silhouette. De plus, certaines d'entre elles possèdent même 3 fois plus de fer que le foie de veau, comme la laitue de mer et le kombu breton. Et ça, faut le faire. Bon, bah, le kombu breton, ça va sûrement plaire à tous nos bretons présents ici. Est-ce que ça veut dire que toutes les algues vont pouvoir être comestibles à l'avenir ? Alors non Gaspard, pas toutes. Néanmoins, il existe 4 grandes familles d'algues comestibles, à savoir les algues brunes qui devraient arriver. Voilà. Oh, non. Les algues brunes composées de la wakame, la kombu, le kombu royal et le fuku. Les algues rouges, du coup, aussi, composées de la dulcée, la nori, la pioca et la ogonori. Les algues vertes, aussi, composées de la laitue de mer et la aonori. Et enfin, les microalgues, à savoir la spiruline. Et certaines espèces ont même un goût boisé, d'autres amer ou encore persillé. Et tout comme les légumes, elles se prêtent à de nombreuses préparations culinaires, tout aussi sucrées que salées. Je suppose que vous les connaissiez. Alors, nous avons travaillé sur ces recherches sur les microalgues. Et ça fait 2 ans. 2 ans de travaux sur ces microalgues avec Vincent, avec M. Levasseur, qui est venu et qui nous a apporté ces microalgues. On a travaillé avec. Donc, il faut savoir qu'ils ont développé pour nourrir les poissons d'élevage, au lieu de nourrir les poissons d'élevage avec ce que vous savez, des choses un peu négatives, ils ont développé cette nourriture de microalgues et qui est beaucoup plus complémentaire et beaucoup plus saine que ce qu'ils utilisent aujourd'hui. Et donc, ça a marché. Nous avons travaillé sur des plats où d'ailleurs j'ai travaillé sur un plat qui s'appelait la rizière, un écosystème. Donc chaque plat représente un écosystème culinaire. D'accord ? Ça veut dire quoi ? C'est pas un ingrédient, mais c'est un environnement de cet ingrédient. Le riz, par exemple, nous faisions donc le riz de Camargue, donc la rizière, donc il y avait l'eau. On servait une petite infusion parfumée. D'abord, déjà un petit verre de ces microalgues. D'accord ? Donc ce côté végétal d'eau douce, parce qu'il y a marin et eau douce. Et on a associé avec ça le riz, justement avec mes extractions de parfums, de notes de saveur et tout ça. Donc on recrée tout ça. Et la microalgue, on l'a développée et c'est quelque chose qui est l'avenir, en effet. Moi je crois plus aux microalgues que les autres algues, parce que les microalgues, finalement, il y en a plein dans l'eau, il y en a partout. Après, là où il faut faire attention, c'est le plancton, parce que il y a des choses qu'on ne voit pas, et c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Donc il faut faire super attention à l'environnement, et quand on touche, parce que l'être humain se sent supérieur, et une chose qu'il faut remettre quand même à sa place, nous ne sommes pas, la nature n'est pas faite pour nous nourrir, d'accord ? Nous faisons partie de la nature. Il faut cohabiter. D'accord ? Donc, et les Scandinaves l'ont bien compris depuis très longtemps, c'est pour ça que leur approche de la cuisine est très intéressante. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas se prendre pour Dieu ou pour des créateurs, d'accord ? Ce qui nous entoure n'est pas un dû, et aujourd'hui, les ressources, il faut faire attention aux ressources, la manière dont on consomme, d'abord, et je pense que c'est comme les fleurs, vous savez, quand vous voyez certains chefs qui mettent, cuisiniers, on va dire tout court, qui mettent des fleurs juste parce que ça fait beau. Cette fleur, il faut savoir que toutes ces fleurs, ça demande une ressource. Et nous, dans notre cuisine, tout est pensé. Est-ce que ça a une utilité ? Est-ce que ça a un sens ? Si ça n'a pas de sens, hors décoration. Rien de superflu. Non, surtout pas. Très bien. Justement, là, on parlait des microalgues. Donc, ça a beaucoup de bienfaits, ces algues, si on comprend bien, Nafida. Alors,
Et en plus, figurez-vous que nous consommons déjà des algues sans même le savoir en plus, car en effet, dans la famille des algues rouges, par exemple, les carragénanes entrent dans la composition de nombreux produits lactés industriels. Elles aident à donner un aspect gélifié et portent la classification E407 des additifs alimentaires. Entre autres exemples, dans la famille des algues brunes, il y a aussi les alginates qui figurent dans les sauces, les glaces et les plats préparés. Comme les bonbons. Dans les bonbons, il y avait de la gélatine, qui était donc gélatine de cochon. Et ben là, ils ont pris, donc il y avait l'agar-agar, donc cette gélatine qui est donc faite d'algues, mais qui existe depuis déjà très longtemps. Oui, donc en fait, on en trouve depuis longtemps dans nos recettes, mais donc les bienfaits, est-ce que c'est équilibré une algue pour le corps? C'est bon quand même? Au-delà de leurs vitamines et minéraux présents en quantité, les algues ont aussi des bienfaits dans le traitement des maladies, comme le cancer par exemple. Des études ont démontré que certaines algues ont la capacité de contrer le développement des cancers hormonaux dépendants, comme ceux du sein ou encore de ceux de la prostate. Une étude in vitro publiée en 2010 montre même que le fucoïdane, un sucre retrouvé dans les algues brunes marines, qu'on a regardé tout à l'heure, induit la mort des cellules leucémiques humaines grâce, entre autres, à la production d'oxyde nitrique. D'autres études ont aussi démontré que la spiruline, une autre microalgue, permettait de réduire considérablement le taux de cholestérol LDR, qui est donc le mauvais cholestérol, en plus de ses bénéfices pour la perte de poids, la peau ou encore en tant qu'aide pour la prise de masse. Et pour compléter le tout, les microalgues sont riches aussi en caroténoïdes, un type d'antioxydant qui favorise la santé des yeux, du cerveau et stimule le métabolisme des lipides. Bon, vous m'avez convaincu tous les deux, si je veux en acheter, du coup j'en trouve où? Alors vous n'allez pas en trouver, alors de la spiruline oui, parce que c'est quelque chose pareil, hein, voilà, qui a été mis en place depuis quelques années. Là, celles des microalgues que je vous parle, donc, ce sont des microalgues qui ne sont pas encore développées sur le marché, c'est en train. Et là, oui, là, c'est vraiment intéressant. Pareil, après, attention, il ne faut pas partir dans les excès. C'est-à-dire que quand on parle que c'est bénéfique, il faut savoir qu'en général, les médicaments s'appuient sur tout ce qui est végétal. D'accord ? C'est ancestral. Hein, les hommes de la préhistoire, enfin les hommes, les femmes de la préhistoire, avaient cette connaissance. Et c'est pour ça que tout ce qui est médicaments, ça a été avec des chimistes, quelles molécules, tout ça. Donc ils ont fait des recherches. Et la sauge, par exemple, le thym, il y a plein de choses qui font des épices, il y a plein de choses qui sont bénéfiques. Après, il ne faut pas se dire, tiens, tel considérable, c'est bon pour telle chose, je vais en manger. Non, ça peut être également, l'excès peut devenir négatif. Oui, donc il faut réussir à contrôler notre utilisation. Voilà, puis après, il faut un équilibre. Après, c'est comme tout, c'est vraiment une question d'équilibre. Et en fait, on vous donne des informations, mais les informations qu'on vous donne ne sont pas absolument des vérités. Il faut savoir que derrière tout ça, il y a toute une connaissance, et puis côtoyer, puis questionner des gens qui sont professionnels dans le domaine. Nous, on survole les choses, on les explique, mais on n'a pas cette vérité à 100%, surtout pas. Oui, et comme l'a dit Nafida, en plus, il faut faire attention vu que toutes les algues ne sont pas comestibles. Non, surtout pas. Comme les champignons. Hein. Oui, évidemment. Comme les champignons. Bon, alors, en tout cas, si dans le chat, j'espère qu'on vous a convaincu. Si vous voulez mettre un peu d'algues dans vos repas, c'est le bienvenu. Pour faire un bon repas équilibré, on met quoi avec une algue? Alors, on l'accompagne avec quoi? Alors, les algues, je pense que vous pouvez, parce que je crée en même temps. Oui, bien sûr. Alors, sinon, on avait créé un plat. J'avais créé un plat qui s'appelait Croque le Rocher. Et en fait, c'était à base d'un bouillon de rouget, qui est d'ici, avec la chair de rouget crue. Et ensuite, j'avais pris des algues, justement. Ces algues, je les avais fait un petit peu macérer dans du vinaigre, léger. Et ça a amené une note. Vous savez, quand vous vous promenez en bord de mer, alors dans l'Atlantique, quand la marée elle descend ou elle monte, vous avez ces odeurs de rochers qui ont donc de micro-organismes qui sont le contact avec l'oxygène. Et donc il y avait cette odeur et ce goût, en tout cas qui est un petit peu comme on appelle ça en Asie, le fameux goût. Bon, je ne l'ai plus, c'est pas grave, de fermentation. Et on pouvait l'associer avec ça. Okay. Ou alors on pouvait associer avec donc, un petit peu de vinaigre ou du jus de citron, qui ça marche très très bien, avec de l'avocat, avec des asperges, alors surtout avec du végétal, c'est intéressant.
Très bien, merci beaucoup. Donc Mais, Nafida, oui. si tu avais quelque chose à ajouter. Oui, du coup, pour répondre à ta question de tout à l'heure, où est-ce qu'on peut trouver des algues? Ouais. Alors, il faut savoir qu'on peut trouver aussi des algues dans les grandes surfaces au rayon poissonnerie. Peut-être pas les micro-algues, mais des algues, du coup. Dans le rayon, du coup, algues fraîches, par exemple, ou aussi sur Internet, dans les épiceries sous forme de conserve. Mais attention, veillez toujours à vérifier qu'elles sont made in France et de Bretagne essentiellement, et non d'Asie, pour éviter de finir à l'hôpital, car sur le long terme, eh bien, les algues fixent les métaux toxiques pour l'organisme, et en achetant local, eh bien, vous vous assurez du respect des règles sanitaires. Et bien sûr, on évite aussi les algues ternes ou blanches, car cela signifie qu'elles ont perdu leurs antioxydants en restant trop longtemps à la lumière, du coup. Oui, donc il faut faire attention, mais ça on le disait tout à l'heure, voilà. Avec modération et soyez vigilants, parce qu'on sait jamais. Il faut faire attention, voilà, on donne des informations, mais voilà, il faut après aller beaucoup plus loin dans la connaissance du considérable. C'est notre métier. Nous, par exemple, à travers les recherches, donc j'ai un laboratoire. Quand je dis un laboratoire, c'est pas une cuisine. Il y a des machines qui me permettent de séparer les notes. C'est pour ça que je parle spécialement de notes de parfum. Par exemple, je prends un piment, d'accord, je le passe dans une de mes machines, j'isole la saveur qui est le côté piment et je récupère ces notes de parfum qui est donc le côté du piment intéressant. Mais tout ça demande beaucoup de recherche, beaucoup de travail et vous avez super bien relevé. Oui, attention, d'où vient ce fameux donc les algues, d'où elles viennent, le temps de vie, parce que ce vivant, il est court. D'accord. À partir du moment où on enlève la vie, il y a un processus de décomposition, d'accord, qui ont des toxines. Ces toxines, arrivé à un moment donné, elles deviennent nocives. Donc il y a un temps de consommation. Après, ce n'est plus apte à consommation, ça devient un poison. Donc il faut faire super attention à tout ça. Ouais, question pour vous dans le chat, est-ce que si vous êtes accompagné et que vous faites attention, vous seriez prêt à manger des algues justement? Moi-même? Alors vous, je pense que oui, donc c'est une question pour le chat, mais ça peut être pour vous aussi. Vous, oui, non, mais vous le disiez tout à l'heure. Oui, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai créé un plat végétarien marin. D'accord. C'est-à-dire que ce qui est super intéressant, c'est que, alors là, il faut faire attention. C'est comme tout. Parce qu'il faut savoir que si on puise quelque part, le problème, c'est que nous sommes 7 milliards. Si je ne me trompe pas à peu près, d'accord. Bientôt 10, et là, c'est un danger. Alors, là, c'est pareil. Ce qui est important de se dire, c'est vous avez 1 litre d'eau, ce litre d'eau, vous ne pouvez pas l'inventer. Vous ne pouvez pas inventer plus. C'est surtout, maintenant, aujourd'hui, c'est se dire comment on doit moins consommer pour respecter les ressources. Donc, tout ce gaspillage, donc ces fleurs que je vous ai expliquées, pareil, on n'a pas besoin d'avoir un jardin. Mettez des pots de fleurs dans votre appartement, près d'une fenêtre. Vous plantez des tomates, vous prenez des plants de tomates, vous allez pouvoir avoir certaines choses. Vous voyez ? En fait, c'est un mode de vie. Il faut réapprendre à vivre. Mais si on ne le fait pas, c'est la nature qui va l'imposer. Si c'est la nature qui l'impose, c'est pas marrant. Et tout à l'heure, donc notre chroniqueuse Chloé Bachaouch l'expliquait. Justement, quand on fait cuire des haricots, par exemple, on utilise... Il y a 90% d'eau qui est... Alors, justement, là, une petite anecdote, un truc simple. On nous a appris à nous qu'il fallait beaucoup d'eau pour cuire un légume vert. Faux. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Parce que quand vous cuisez un haricot vert, ou des haricots verts, haricots verts, d'accord. Aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes. Ok. Il y a une partie de ces vitamines qui partent dans l'eau. D'accord. Donc, le mieux, généralement, c'est de cuire à la vapeur. Mais quand vous le cuisez dans une casserole, tout le monde ne peut pas cuire à la vapeur. Vous mettez... Allez, on va prendre un exemple de ça. Vous prenez donc ce verre. C'est une casserole. Vous mettez ça d'eau. D'accord. Beaucoup moins d'eau. Vous faites bouillir votre eau. Vous mettez un soupçon de sel. Ensuite, vous prenez la masse de haricots verts qui est proportionnelle. Il ne faut pas que les haricots verts dépassent l'eau. Il faut qu'ils restent en immersion. Vous les cuisez une ébullition. D'accord. Un peu croquant, vous les sortez. Mais l'eau, les gens généralement la jettent. Gardez l'eau, mettez-la dans une infusion. Alors ne salez pas votre eau, parce que si vous la faites réduire, ne la salez pas trop, parce que sinon vous allez avoir une saumure. Mais salez-la juste à peine, et vous allez récupérer cette eau, vous la faites ou vous la buvez chaude, ou alors froide, parce qu'on boit de l'eau, autant boire cette eau de cuisson. Et croyez-moi que vous avez une partie donc de l'énergie de ce haricot vert, enfin de ces haricots verts, et vous allez les retrouver et vous allez les prendre. Que sinon, la plupart du temps, c'est quoi? On remplit ça d'eau, d'accord? On fait bouillir, on met les haricots verts dedans. Ensuite, on jette l'eau et on mange les haricots verts.
Et là, vous allez enlever 50% des vitamines et de ce que le haricot vert devait vous apporter à votre corps, vous ne l'avez pas. Bon bah alors les étudiants qui nous écoutent, on fait gaffe dans nos plats. Non mais c'est super important. Mais haricots verts, des carottes, alors attention, au temps de cuisson, le haricot vert met un peu moins de temps à cuire qu'une carotte, mais les carottes c'est pareil. Les carottes à la limite, il y a une recette qui s'appelle les carottes Vichy, on cuit dans très peu d'eau. Vous faites ça, vous allez voir, et ne jetez surtout pas l'eau ou le liquide qu'il y a, n'en mettez pas une tonne. Et là vous allez voir, mais c'est super intéressant. On n'a pas besoin d'être des grands cuisiniers. Il y a de bons ou mauvais cuisiniers. Il n'y a pas de grands ou petits, ça n'existe pas. Par contre, chez soi, tout le monde, moi je viens d'une famille italienne, d'accord ? Donc ma mère cuisinait, dans notre culture, c'est bien manger. Bien manger, c'est respecter le vivant et se faire plaisir et faire plaisir. Et justement, pour respecter le vivant et pour bien manger, des fois il faut de la viande. Mais parfois, il y a de la viande qui n'est pas forcément animale et il y a Nina Osmond qui va venir nous en parler. Merci Nafida en tout cas. Merci beaucoup. Merci bien. Merci pour les actes, c'était très intéressant. Et Nafida, donc merci. Et Nina, voilà, si tu peux venir et on va parler tous les trois de viande. Bonjour. Mais donc pas de viande animale comme on a l'habitude de consommer, mais de viande végétale parce qu'il y en a de plus en plus. Et donc si tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est de la viande végétale. Alors si on part d'un point de vue lexical, selon le Larousse, on voit que la définition de la viande, c'est la chair des animaux considérée comme nourriture. Donc la viande végétale, est-ce vraiment de la viande ? On en parlera plus tard. Donc, notamment, le Larousse précise que c'est de la viande issue de mammifères et d'oiseaux, la viande animale. Donc les entreprises qui appellent la viande végétale de la viande, est-ce que c'est une stratégie commerciale de marketing ou est-ce que c'est une adaptation du langage à des nouvelles pratiques ? C'est une question qu'on pourra se poser. Et donc avant l'apparition des entreprises qui fabriquaient de la viande végétale, les produits comme le tofu ou le seitan étaient utilisés pour remplacer la viande sans la volonté de reproduire les caractéristiques de la viande. Mais ces dernières années sont apparues sur le marché des entreprises qui ont voulu produire de la viande végétale pour se rapprocher au maximum de la viande animale, tant au niveau du goût, de la texture, mais aussi de l'odeur. Voilà, et donc c'est ça qu'on appelle la viande végétale. Et donc elle se compose généralement de soja, de blé, de pois, mais pas seulement. La plupart des marques étudiées utilisent de la méthylcellulose. Donc c'est issu des cellules de bois pour pouvoir agglomérer les éléments qui composent le steak en fait, enfin le steak végétal. Et donc pour imiter le gras de la viande, on utilise de l'huile de colza, de tournesol ou encore de coco. Et attention, vous allez être surpris pour la couleur. Il y a une entreprise qui s'appelle Impossible Food qui a recours à de la levure génétiquement modifiée de soja qu'on nomme lem pour faire des steaks végétariens saignants. Voilà, c'est surprenant pour un steak végétarien. Ouais. Et pour la couleur, on utilise aussi de l'extrait de betterave pour donner la couleur rouge habituelle de la viande ou encore de la poudre de grenade. Voilà, et en fait les chimistes utilisent une technologie de cisaillement des cellules pour reproduire la viande, la texture en fait très fibreuse de la viande. Et en fait, les chercheurs scientifiques, enfin les scientifiques cherchent des associations de protéines végétales pour donc reproduire la texture, la sensation, etc. Et à l'heure actuelle, il y a uniquement 2% des protéines végétales qui sont utilisées dans les viandes végétales commercialisées. Donc il y a encore plein d'autres possibilités à base de protéines végétales pour l'avenir. Et voilà. Mais est-ce que du coup la recette au final avec toutes ces protéines etc, est-ce que ça donne une recette vraiment équilibrée ou pas ? Eh bien, dans un steak de soja, on a 15% de protéines contre 20% pour un steak de bœuf traditionnel. Il y a parfois plus de matière grasse dans le steak végétal, mais dans le steak traditionnel de bœuf, il y a de la graisse saturée. Donc il y a des risques ça accroît les risques de cholestérol ou de maladies cardiovasculaires. Enfin, c'est pas parce que vous mangez un steak traditionnel que vous allez avoir du cholestérol. Voilà, le taux de fer entre le steak végétal et le steak traditionnel est équivalent dans certaines recettes, mais il faut noter que le fer végétal est moins assimilable par le corps humain que le fer animal. Voilà. Et à propos des vitamines, donc dans le steak végétal, il y a de la vitamine, la B9, mais par contre, on ne retrouve pas la B3 et la B12 qu'on retrouve dans le steak traditionnel. Ok, mais donc est-ce qu'on peut appeler quand même ces aliments de la viande du coup ? Parce que c'est quand même vachement transformé.
Eh bien, justement, la question se pose au niveau de l'exécutif. Donc, le 29 juin 2022, le gouvernement français a publié un décret pour interdire l'utilisation des termes habituellement associés à la viande animale. Mais le Conseil d'État a a suspendu ce décret. Mais un autre projet de décret a été déposé le 23 août 2023, donc c'est récent. Et donc ce décret demande l'interdiction de l'utilisation de 20 termes qui sont d'habitude utilisés pour la viande. Donc par exemple lardon, saucisse, merguez, nuggets ou steak. Mais cette restriction ne concernerait, si elle est adoptée, uniquement les entreprises françaises. Donc c'est-à-dire que des entreprises étrangères pourront toujours vendre de la viande végétale en France, appelée par exemple nuggets végétal. Mais voilà, donc bref, pour le moment, un steak végétal peut toujours être appelé un steak. Et les syndicats de la filière animale accusent en fait le marché de la viande végétale d'entretenir une tromperie avec les clients, enfin une tromperie par rapport à leurs produits qui ne sont pas du steak animal. Et l'Observatoire national de l'alimentation végétale regrette que le décret place la France dans une position conservatrice et l'Observatoire juge que ce décret est à contre-courant des enjeux politiques européens, notamment environnementaux, mais également de la concurrence. Si les entreprises étrangères peuvent vendre en France de la viande végétale avec des termes plus vendeurs et que les entreprises françaises ne le peuvent pas, ça risque d'être au détriment des entreprises françaises. D'accord. Bah, merci Nina en tout cas. Et vous, Christian, on le disait en introduction, vous avez été 20 ans chef des cuisines du Martinez. 22 ans. 22 ans, oui. Est-ce que vous proposiez du steak végétal à la carte ? Non. Alors, là, c'est pareil. Après, il n'y a pas d'avis à donner. Et bravo, parce que je vous félicite, parce que vous présentez quelque chose sans donner votre opinion. Et ça, c'est bien. Vous exposez, mais vous ne donnez pas votre opinion. Et ça, c'est très bien, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à exposer quelque chose et à donner son opinion. On n'a pas à donner notre opinion, on fait un constat, voilà ce qu'il en est. Après, c'est à chacun de se l'approprier et d'avoir son avis. Comme on dit, la mémoire, on essaie de tuer la mémoire, il faut préserver cette mémoire, que cette mémoire, elle est là pour vous. C'est un témoignage des erreurs que nous avons faites ou des bonnes choses que nous avons faites. Et après, ça sera à vous d'en faire ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas ce repère de mémoire, d'accord, vous ne pouvez pas avoir un avis. Donc, ce que vous avez fait, bravo, je trouve ça génial, mais vraiment, parce que voilà, vous avez exposé, sans donner votre avis, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi, mon avis, j'ai pas... Vous savez, c'est comme tout, je vais donner mon avis, mais qui va survoler les choses. Quelqu'un qui ne mange pas de viande, il n'a pas envie de manger de la viande. Oui, c'est vrai. D'accord ? Parce que c'est quoi ? C'est des convictions. Puis chacun a une raison par rapport à la décision qu'il a prise. Donc, finalement, mais ces décisions, quelqu'un qui ne mange pas de viande, vous prenez 10 personnes, ces 10 personnes vont avoir une raison différente. Donc, si c'est marqué steak de végétal, ce qui compte, c'est est-ce que ce steak végétal ou pas steak végétal, tout dépend comment on a envie de l'appeler, est-ce qu'il est sain ? Est-ce qu'il respecte l'éthique ? Là, on parle de molécules modifiées. Là, ça ne respecte pas l'éthique. Parce qu'on a modifié génétiquement quelque chose. D'accord ? Voilà, simplement, je pense que ce qui est important, c'est que chacun s'y retrouve. Voilà. Et puis, après, la viande, je pense que la viande, déjà, je parle d'un dicton, consommer moins, mais consommer mieux. C'est-à-dire nous, moi-même, même si je suis chef de cuisine, tout ce que vous voulez, non, je ne consomme pas de la viande tous les jours. Et du bœuf, peut-être que j'en mange, une fois par mois, un steak haché, ou alors si je veux vraiment un bon considérable, d'accord, je vais voir comment je vais le choisir. Et là, on ne peut pas discuter de ça ce soir, mais c'est pareil, la manière dont l'animal souffre. Nous, on le ressent quand on cuisine, on ressent, parce qu'il y a je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est un peu morbide, mais on ressent des notes d'oxydation. Par rapport aux nerfs, etc. Oui, il y a plein de choses. Il faut repenser comment on peut enlever la vie, parce qu'on enlève la vie, qu'on le veuille ou pas, on enlève la vie. Et il y a un choc, il y a un traumatisme
dans le livre, dans le fameux livre, oui, on est en train d'écrire un livre avec M. Pajot, qui est psychiatre, psychanalyste, et ce livre s'appellera, on est en train de chercher son titre, mais La psychanalyse du goût, ou un contrat social culinaire, parce que en fait, c'est hyper intéressant de comprendre, d'analyser dans telle période comment la population se nourrissait. Ça va expliquer les différentes états. C'est comme quand vous sondez la terre, hein, les carottes, vous avez différentes aires, et vous savez qu'est-ce qui s'est passé, ce qui s'est passé par donc, et nous, c'est pareil. Donc, dans cette histoire de psychanalyse du goût, c'est intéressant de prendre conscience que ce vivant, la mort, je parlais de la mort, oui, la mort, on enlève un végétal, hein, on lui enlève la vie, il y a un processus de décomposition, donc on enlève cette énergie, il y a une réaction. Alors, si c'est mal fait, enlever la vie, c'est mal, à la base. Hein. Après, on ne peut pas partir dans les excès, d'accord? Je veux dire, il faut rester un peu dans les bonnes choses. Mais oui, il y a une manière dont l'approche qu'on peut avoir, il faut respecter ce vivant. Il y a une manière de mettre à mort, oui, il y a une manière, il faut faire attention. C'est pas dans les abattoirs, c'est waouh. Je pense que si on faisait visiter des abattoirs aux consommateurs, moi le premier, hein, waouh, je pense qu'on serait choqué et des odeurs qu'on va mémoriser et qui finalement qu'on risque de retrouver lorsqu'on consomme ce bœuf, ce cochon, ce veau. Pourtant j'en mange, hein, attention. Non, ça ferait un peu bizarre. Donc c'est pour ça que je pense que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut développer dans l'avenir. Comment réfléchir. Voilà, réfléchir. Après il n'y a pas à condamner, hein, comme je vous dis, mais voilà, on met ça dans son cerveau, on se dit bon, ok. Et en tout cas, voilà. Et si justement on réfléchissait à ça et qu'on voulait se demander financièrement combien ça nous coûterait si on prenait des steaks végétaux. Pour acheter de la viande végétale, il faut compter un peu plus de 4 € pour 200 grammes de haché végétal, soit 20 € le kilo, et environ 5 € pour 4 saucisses, c'est-à-dire à peu près 24 € le kilo. Et donc sans surprise, la facture est quand même plus salée que si on achetait de la viande animale, qui est à 10 € le kilo, notamment en charcuterie, si on achète du haché de bœuf. Voilà. Mais il reste toujours la possibilité de faire soi-même des aliments végétaux qui peuvent se rapprocher de la viande. Par exemple, sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver des recettes de nuggets végétaux ou de choses qui ressemblent à des beignets de calamar, mais qui ne sont pas des beignets de calamar. Donc, c'est vraiment en fait un choix personnel, selon nos convictions, notre éthique, nos goûts, notre santé aussi et nos envies. C'est peut-être ça la solution, du coup, de le faire soi-même. Alors, là, c'est pareil. Attention, parce que je ne veux pas manger de la viande, ou je ne veux pas manger du poisson, mais je veux manger quelque chose qui a le goût du poisson. C'est très paradoxal. D'accord ? C'est paradoxal. Par contre, oui, en effet, là où ça demande une recherche, on prend le tofu par exemple, ou les œufs, oui, on va demander à une diététicienne ou quelqu'un qui connaît exactement qu'est-ce qu'il y a comme protéines, comme lipides, glucides, tout ça, dans tel considérable ou tel ingrédient, là oui, c'est intéressant, parce que vous allez savoir que finalement, si vous allez prendre du tofu, et oui, en effet, vous n'avez pas besoin de manger de la viande, ou vous prenez telle quantité, j'ai dit une bêtise, 50 grammes de tofu, en effet, ça représente un demi-steak haché ou un steak haché. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est surtout se dire, ok, si on prend les œufs, combien ça contient? Je prends un bœuf, après il y a les matières grasses, tout ce qui va avec, mais en tout cas, je pense que ce qui est intéressant, c'est pour ça que je dis de comprendre, c'est de quoi est composé, donc l'anatomie du goût, ce que j'appelle ça, de quoi est composé le tofu. Est-ce que ce tofu, si je mets une viande à côté, est-ce que c'est l'équivalent ou qu'est-ce que je dois faire pour avoir un complément? Parce que notre organisme, il ne faut pas oublier, d'accord? J'ai lu quelque part dans Truc de Science, mais bon, après, c'est que notre cerveau a évolué parce que nous avons cuisiné, nous avons chauffé des aliments. Que si nous étions restés dans le cru, d'accord, nous n'aurions pas évolué comme nous avons évolué. Oui. Je ne veux pas dire que nous avons bien évolué, mais en tout cas, comme nous avons évolué. Donc, voilà, mais il y a plein de choses. Il ne faut pas partir dans les excès. Et vous parliez de l'apport nutritionnel, et donc dans le même sens, en fait, les protéines de pois qui sont utilisées, donc à base de lentilles, de pois cassés, de haricots rouges, en fait, ces protéines contiennent les 9 acides aminés en fait essentiels qu'on retrouve habituellement dans la viande animale, qui sont en fait essentiels au corps humain. Mais par contre,
une des limites que je voulais soulever, c'est que énormément de viandes végétales commercialisées sont en fait des produits ultra transformés, qui sont dénommés par le label AUT. Voilà, parce qu'en fait, on retrouve beaucoup de sucre dans de nombreuses recettes de viande végétale. Oui, complètement. Après, vous avez la fermentation. La fermentation aussi amène le fumé. Prenez un légume, faites-le fumer, comme on fait du saumon, comme on fait autre chose. Ben voilà, ça va amener. Après, il y a des épices. Vous voyez, par exemple, le chorizo. Hein, si on prend le chorizo, qui est donc de la charcuterie, hein, de cochon. Et ce qui donne ce goût de chorizo, en fait, c'est le piment de Vera. Ce piment de Vera, en fin de compte, c'est rouge et ça a cette particularité du fameux chorizo. Vous prenez ce piment de Vera, donc il y a du doux et du fort. Vous prenez, on va faire comme ça. Hein, je vais prendre, allez, quelque chose qui est, tiens, de l'aubergine. Un peu de pois chiche dedans, aubergine, pois chiche. Je vais mettre un petit peu de fromage pour un peu ce côté un peu lactose. Je mets ce piment de Vera dedans. Je le fais poêler. Alors, on dit parce que là c'est pareil. Les gens confondent vegan, végétalien, végétarien. Un vegan, c'est un art de vie, c'est-à-dire pas de cuir, pas rien, pas de miel, pas d'animaux domestiques, rien. C'est-à-dire que on est vraiment dans le végétalien, lui, il ne mange rien de tout ce qui est animal. La différence du vegan et du végétalien, c'est que le vegan, lui, il ne prend rien, il ne porte pas de cuir, il prend rien il n'exploite pas les animaux, il n'y a rien d'animal sur lui ou dans sa vie. Que le végétalien, lui, non. Lui, il ne mange rien d'animal, mais il va porter du cuir, c'est pas un problème. Bien sûr. Et le végétarien, lui, c'est carrément, il peut manger des œufs, mais pas de viande, poisson. Mais pour revenir au sujet, vous prenez cette petite boulette, hein, vous l'aplatissez comme un steak, vous la faites poêler, croyez-moi. Après, attention, il y a une technique, hein, faut dégorger l'aubergine, tout ça, il faut faire partir l'eau. Mais vous la poêlez, vous allez avoir comme si vous y aviez du chorizo dedans. Il n'y a pas de chorizo, c'est le piment de Vera qui fait que... Vous êtes en train de me donner faim avec tout ça. Non, mais ça devrait être une culture. En fait, on devrait, et je pense que dans l'avenir, vous allez le faire, initier à cuisiner simplement. Il n'y a pas besoin de faire des grandes écoles pour savoir cuisiner. Et déjà, votre génération commence à comprendre déjà. Donc, vous avez beaucoup d'avance, hein. Franchement, vous avez beaucoup d'avance. Et ce qui est génial dans tout ça, c'est que finalement, on se rend compte que les réponses, vous les avez. Maintenant, il faut que vous puissiez avoir des gens comme nous à côté de vous et qu'on travaille ensemble, parce que finalement, on a à apprendre de vous et puis vous avez à apprendre de nous. Donc, ce qui est génial, c'est vraiment cette réflexion qui fait que quand je disais tout à l'heure que la jeunesse est la fenêtre de l'avenir, c'est génial parce que voilà, on peut faire plein de choses. Nous sommes complémentaires. Alors, si on est complémentaires, tout va bien. Merci Nina en tout cas de nous avoir expliqué les bienfaits de la viande végétale. Et donc on y pensera. Merci beaucoup. Et donc voilà, on va être obligé de recentrer un petit peu parce qu'on pourrait en parler pendant des heures de tous ces thèmes. Et c'est ça le problème et aussi la magie greenwashing, c'est qu'on traite plein de sujets variés et donc tout est intéressant. Et donc là, on va pouvoir passer à un nouveau truc. Vous avez sûrement entendu parler de la nourriture imprimée en 3 dimensions. Oui, parce qu'on travaille dessus sur le projet également. Et on fait partie du projet. Et ça va vous rappeler certaines choses. Alors je vais laisser donc la parole à Alexandre Noisette et à Mathilde Georges, donc à l'IMRED, l'Institut méditerranéen du risque de l'environnement durable. Donc mes deux collègues, donc Mathilde Georges et Alexandre Noisette, ils vont nous présenter une drôle de façon de cuisiner. On les écoute. Au menu, 2 carottes qui n'ont jamais poussé dans la terre. Elles ont été conçues sur un ordinateur, mais avec de vrais ingrédients mixés et bouillis par le chef. Bon, très réticent déjà au départ à la nourriture imprimée. En général, on imprime des feuilles de papier. Donc du coup, ça faisait un peu peur. On a pensé tout de suite à tout ce qui est additif alimentaire et tout, à la nourriture du futur. Une alimentation du futur pour améliorer le quotidien des résidents de l'EHPAD, atteints de pathologies dégénératives comme l'Alzheimer. Une innovation bienvenue dans le secteur. De nouvelles technologies, ça permet aussi d'avoir du matériel adapté en fonction de la population qu'on accueille. C'est très français, l'alimentation reste un moment de plaisir et un moment de convivialité, donc il ne faut pas tout mélanger. Il faut garder ce moment de plaisir et de convivialité, mais d'avoir des substitutions quand c'est au regard de la pathologie, ça me semble pertinent. Un poisson, une carotte ou une saucisse, le visuel des aliments permet de stimuler l'appétit des plus âgés. En quelques minutes, la machine imprime couche par couche n'importe quel aliment. L'hyper-personnalisation de l'alimentation est une des finalités de ce projet. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que chacun doit pouvoir, selon ses capacités, continuer à manger le plus normalement possible. Le projet est encore en phase de test. Prochaine étape, valider les normes d'hygiène requises pour retrouver ce repas dans l'assiette des résidents. Et donc, Christian, là on vient de voir un petit reportage. Vous pensez que l'alimentation en 3D, c'est l'avenir de la nourriture ? Alors, la démarche de cette imprimante 3D, c'est surtout pour tout ce qui est malade, des personnes qui ont des cancers de la mâchoire, qui ne peuvent plus mâcher, tout ça. Donc, c'est parti sur ça. D'accord ? Il y a des choses qui on pensait que aller sur la Lune, c'était pas possible. Ben, aujourd'hui, on sait que c'est possible. Je pense que oui, bien sûr, il y a un avenir sur ça. Nous travaillons sur ce projet également avec des personnes qui s'occupent de l'imprimante 3D. Nous avons eu des différents débats, nous avons échangé. Et ce qui est important surtout, c'est de travailler sur justement les compositions. Parce qu'on doit raisonner pour qui ces imprimantes 3D, qui va utiliser ces imprimantes 3D et pour qui ? Des personnes qui ne peuvent pas mâcher ce genre de problème. Donc, il faut penser à du mou, il faut penser mais à du goût. En même temps, il y a des normes d'allergie, tout ce qui est allergie. Comment nettoyer, comment entretenir cette machine 3D ? Parce que, pareil, c'est complexe. Donc, l'avenir, oui, je pense que... Vous savez, regardez aujourd'hui, il y a des robots aujourd'hui qui... Vous avez, le robot, c'est simple. Un robot, vous mettez les ingrédients, votre recette, les ingrédients qu'il faut dedans, vous programmez exactement nos recettes. Le problème de notre société aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous amène vers ça. Pourquoi ? Parce que l'humain ne veut plus s'investir comme il doit s'investir. Il s'investit beaucoup moins. Tu as raison, j'en sais rien. Je ne suis pas Dieu pour dire que si on a raison ou tort. C'est simplement un constat. En effet, c'est l'avenir. Même moi, si je crée la forêt, par exemple, je vais inscrire les ingrédients. Il y aura quelqu'un qui va mettre ces ingrédients dans cette machine, dans ce robot. Le client va commander. Il y aura un programme, mais ça n'existe pas encore, ou ça existe peut-être. Mais c'est l'évolution. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est comme tout. Tout dépend. On reçoit des technologies nouvelles. On reçoit des choses nouvelles. Qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, c'est une bonne question et là encore ce serait un thème qu'on pourrait aborder pendant longtemps parce que c'est aussi l'avenir. Mais justement vous parliez des gens qui ne pouvaient pas mâcher. Là moi j'aimerais bien ce soir ne pas pouvoir mâcher parce que la prochaine séquence, on vous a concocté une petite surprise. Est-ce que vous avez déjà goûté des insectes ? Première question. Non. Alors j'étais à Beijing en Chine, j'étais dans les marchés, tout ça. Non, j'avais pas osé goûter, il y avait les scarabées, il y avait tout ça. Après c'est pareil, c'est pas ma culture, d'accord ? Après, je ne sais pas dans quel état d'esprit je vais être, mais lorsque j'étais donc à Pékin, dans ces marchés, non, j'ai pas réussi à goûter. Je me suis dit non, si je tombe malade, parce que j'avais un repas à faire, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais ? Donc je ne sais pas. Eh bien, comme le dit l'expression ce soir, il va falloir passer à table. Et donc, on va écouter Clément Guillonneau. Clément, salut. Salut Gaspard, bonjour. Bonjour. Donc, Clément, tu vas nous parler des insectes. Et après, on verra si monsieur Christian Sinicropi a envie de goûter des insectes. Mais donc, d'abord, parle-nous-en. C'est peut-être la solution. C'est ce que Chloé disait tout à l'heure. C'est peut-être l'avenir. Eh bien, exactement, les insectes, c'est peut-être la nourriture du futur. Ça a un nom, ça s'appelle l'entomophagie. Donc, le fait de manger des insectes, tout simplement. Alors, ça existe déjà. Il y a par exemple en France plusieurs entreprises qui commercialisent des insectes comestibles depuis quelques années. Alors ça ne remplace pas encore un vrai plat de viande par exemple, bien sûr. Pour l'instant la vente elle se fait surtout à titre expérimental, c'est pour l'expérience gustative, une nouvelle expérience pour les consommateurs. Ça peut se grignoter à l'apéritif par exemple, c'est des petites quantités pour l'instant, mais ça pourrait vite changer. Et donc, vous avez goûté vous alors On va goûter ensemble juste après. Est-ce que vous avez déjà goûté ? J'avoue que j'ai goûté avant, mais je vous garde la surprise. Et donc, oui, c'est hyper écolo, Gaspard, de consommer des insectes. On n'y pense pas forcément au premier abord, mais en fait, c'est super green et il y a plein de raisons pour ça. Déjà, ça peut paraître bête, mais ils prennent peu de place, beaucoup moins que les vaches, les bœufs, par exemple. Donc là, vous allez me dire qu'on ne peut pas comparer une vache de 700 kg avec un grillon qui pèse moins d'1 gramme. Donc, on va comparer l'espace utilisé par ces animaux pour produire 1 kg de protéines. Donc avec les vaches, il nous faut 10 hectares pour produire 1 kg de protéines, 3 hectares pour les porcs et 2,5 pour les poulets, contre seulement un seul petit hectare pour les insectes. Autre avantage de... Allez-y. On parle d'hectares, d'accord ? Là, vous parlez de surface. Oui. Est-ce que vous avez calculé la masse qu'il y a sur cet hectare ? Ah oui, mais évidemment, c'est complètement différent parce que
Au niveau des insectes, justement, les élevages se font par étage, ce qui fait que c'est une explication de pourquoi ça ne représente qu'un seul hectare. Ouais, parce que les criquets, tout ça, consomment énormément le végétal. D'accord. Quand on voit une marée de criquets qui arrive, ils vous dévastent un champ. Oui, bien sûr. Ouais. Et dans le chat, d'ailleurs, là, je vois qu'il y a des gens qui ont réagi. Est-ce que vous seriez prêts à manger ces insectes? Parce que voilà, là, ça peut quand même faire peur. En plus, toi, tu as dit que c'était bénéfique parce qu'il y a aussi moins de déchets. Et ouais, émis exactement, ça par les limite insectes. aussi le gaspillage alimentaire, ou du moins c'est surtout que ça réduit la production de déchets pendant l'élevage, pendant la production, parce que en moyenne, celle d'après du coup, en moyenne 80% de l'insecte est comestible, alors que pour le poulet par exemple, on n'en consomme que 55%, et pour les vaches et le porc que 40%, donc ça crée beaucoup de déchets qu'on ne retrouve pas. 40% sur le cochon. Vous savez qu'il y a un langage breton qui dit que dans le cochon, tout est bon. C'est vrai, finalement, tout n'est pas si bon, apparemment. Je suis pas breton, je suis méditerranéen. On n'est voilà. pas trop fort, il y a beaucoup de Bretons qui nous écoutent, apparemment. Ah ouais. Et j'ai encore un autre argument écolo pour vous convaincre, c'est au niveau des gaz à effet de serre. Parce que la production d'insectes, eh bien, ça émet beaucoup moins de gaz à effet de serre. C'est 99% de moins que le bœuf si on compare les deux. C'est évidemment un élément non négligeable dans le contexte actuel de changement climatique. Et tant qu'on parle de ce qu'émettent les insectes, on peut rentrer plus dans le détail avec le méthane qu'ils rejettent, parce que, étant donné qu'ils produisent peu de déjections, ils produisent donc 10 fois moins de méthane qu'un porc ou qu'un bœuf. Et d'ailleurs, leurs excréments, donc qui sont de très petites quantités, peuvent être transformés assez facilement en engrais sous forme de granulés. Donc là aussi un avantage considérable quand on sait à quel point les déjections des élevages sont des problèmes difficiles à résoudre. Nos amis bretons présents en nombre sur Greenwatching devraient apprécier cette nouvelle quand on sait que 70% des élevages intensifs français et leurs déjections se trouvent en Bretagne. Donc finalement, vivement qu'on passe aux élevages d'insectes. Voilà, et je pense qu'en Bretagne, ils seront ravis d'avoir que des élevages d'insectes, ils seront très contents. Bon, du coup, on vous l'avait promis, donc on va passer à la dégustation. Clément, qu'est-ce que tu nous as ramené de beau ce soir? Eh ben, je vais aller les montrer à la caméra tout de suite. Ouais. Donc on a plusieurs choses, on n'entend plus là. Donc dis-nous Clément ce que tu as et puis je le dirai à la caméra. J'ai pas envie de manger. Voilà, donc... Alors... Toi, donc, dans ton plat Clément, qu'est-ce qu'il y avait? Alors moi j'ai des vers, des grillons et des criquets, et donc c'est industriel, hein, c'est des produits transformés, ils ont des arômes différents à chaque fois. Et toi Gaspard, tu as des chips créés avec de la farine de grillon. Et du coup, quand on parle des insectes en nourriture du futur, ce sera plutôt sous cette forme. On va utiliser la farine de grillon, par exemple, pour créer des produits, et pas nécessairement des insectes entiers comme on va goûter juste maintenant. D'accord. Donc tu veux goûter une chips? Vas-y, je t'en prie. Et bah je vais goûter une chips et je vais proposer à Christian d'en prendre une aussi. Fais-moi voir d'abord. D'abord on va voir, puis après on va discuter. Fais-moi voir le truc là-bas aussi, hein, parce que avant que je me jette dans le truc, hein, ok. Vous avez la chance, j'ai pas mes lunettes. Mais bon. On se serait pas permis de vous intoxiquer. Bon, déjà il y a des épices hein, là-dedans. Il y a des épices, oui. Alors attendez, je vais vous dire. Je crois. Alors les grillons, ils sont... C'est où j'arrive? Ça, alors, comme je vois trouble, d'accord, j'imagine que c'est du poisson, d'accord. Ah oui. Je vois trouble. Ah mais ceux-là, c'est quoi? C'est les criquets au curry jaune. Les plus gros, c'est les criquets au curry jaune. Et on a aussi les grillons, c'est les plus petits, un peu rouges, qui sont assaisonnés au piment. D'abord, vous allez goûter vous, hein, ok. d'accord, tous les deux. Bah après, allez. on verra si je me jette ou si je me lance. Tu commences avec la chips, Gaspard, ou tu... Non mais vous imaginez ma réputation derrière, après okay. ça veut dire tiens, ça va partir dans tous les sens, il a mangé des criquets. Mais justement, on va être les premiers à voir. Tu goûtes le criquet? Je mange pas de ce truc-là, donc c'est déjà pas mal. Donc ça c'est un criquet. Donc là on mange tout. On mange tout. Non mais on pouvait mettre la caméra pour voir justement qu'il triche pas. Dans la bouche, donc vas-y. Et sa tête hein, surtout, parce qu'il faut voir un petit peu son expression du visage. Alors? Ouais, c'est particulier. Hein. Ah c'est particulier. Ouais d'accord. C'est pas bon. Je mangerai pas tous les jours. C'est pas bon. Bah, ça n'a pas tellement de goût. C'est pas infect. Attendez, vous avez goûté quoi là? Le criquet. Le criquet. Non mais moi je peux pas. Vous êtes sûr? Les petits verres, allez, les petits verres. Non mais les petits verres, vous êtes fous là. Oui, le petit verre ou la petite chips. Ouais, mais genre du verre quoi. Attends. Oh le pauvre. Ça c'est le criquet, ouais. Et vous avez vu, on mange tout en entier. C'est pour ça bien que sûr, genre, pas de perte. Et puis la marmotte et le chocolat dans le paquet aussi. Ah, carrément. Il est gentil comme tout, vous verrez. Écoutez le son. Écoutez. Entendez le son là? Oh quelle horreur. Vous avez pris la tête ou les ailes? J'ai pris la tête. Et bah faut y aller. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voulez goûter? Non. Vous avez un verre d'eau que si oui, regarde. Non, il a été consommé celui-là. Il n'y a pas un verre d'eau? Un autre verre d'eau. Ouais, si on peut avoir juste un... ça là?
Ça, c'est le grillon au piment de Cayenne. Pour les avoir goûtés, il est pas mal. Le piment, ça veut dire qu'en fait, on met du piment, comme ça on cache toute la saveur. Et puis, mais au départ, ça n'a pas tellement de goût, en fait. C'est pour ça, c'est assez Et là, ça bouge encore, on dirait. Hein. C'est vous que j'ai fait bouger. Allez, une petite. Allez. Putain, non. Ça y est, c'est fait. Un grillon, du coup. Ouais. Une tête de grillon. Là, je viens de croquer son cerveau. Ouais. On le sent bien, lui. Donc c'est un apport de connaissances en plus, c'est que bénéfique. Bon, alors déjà, c'est que des épices. Hein. Oui, il n'y a pas énormément de goût. Non, hein. bah non, il n'y a pas de goût. En fait, c'est croustillant au début, mais après, il n'y a pas énormément de goût. C'est pour ça qu'après, là, c'est plutôt pour le... Parce que c'est marrant de manger un insecte entier, mais dans le futur, entre guillemets... Quand je vais rentrer à la maison, je vais dire que j'ai goûté à une tête de criquet, vous allez voir. Bah, je pense que ça va faire rigoler pour le coup. Ouais, bah genre, non, mais du coup, c'est plutôt comme les chips, où ce sera de la farine de grillon, enfin, ce sera utilisé pour créer des nouveaux produits. Alors, là où je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'en effet, en farine, ce genre de choses. Après, c'est partir, j'ai fait un lapsus. C'est pareil, il ne faut pas partir dans les excès. Alors, oui, en effet, si on continue dans l'élan dans lequel nous sommes partis, en effet, nous serons amenés à aller dans ce sens-là. Par contre, si on arrive à réagir un petit peu plus intelligemment, peut-être que ce sera juste un condiment, d'accord? Mais en effet, c'est vrai que si on fonce tout droit dans le mur, comme on fait aujourd'hui, oui, c'est clair que c'est pas une question de goût, c'est qu'on sera obligé. Donc vous y croyez? Est-ce que ça va rentrer dans le quotidien? Non, je n'ai pas dit que j'y crois. Je dis simplement. D'ailleurs, il y avait un chef qui avait une étoile Michelin, je dirais pas où, dans la région, et qui avait lancé ça dans sa carte, qui était avant-gardiste. Hein. Et ben, il a dû fermer. À cause de ça? Ouais. Il a dû fermer, ça n'a pas marché, hein, il a perdu son étoile à cause de ça, blablabla. Alors que là, c'est pareil. De la façon dont on présente, il faut faire attention comment on présente les choses. Que l'on dise, ok, c'est quelque chose que l'on pourra utiliser en farine, oui. Vous allez moins effrayer. Que on arrive là, on montre les petits bébêtes comme ça, d'accord. On voit les verres, vous imaginez que, enfin, je vais passer le détail parce que je ne veux pas choquer. Hein. mais oui, en effet, dans des farines, dans ce genre de choses, oui, ça sera faisable. Voilà. Mais c'est un peu le projet en fait. C'est par exemple de créer un steak à partir de farine de grillon. Ça suffit. Un steak de viande. Il n'y aura plus du steak végétal, il y aura du steak de viande et du steak d'insectes. Voilà. Vous venez d'inventer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Bon, non, mais selon les experts, la production elle devrait être. Pardon. Non. Vas-y, non, je voulais juste dire deux petits trucs. Donc déjà, premièrement, on salue votre bravoure dans le chat. Bravoure. Qu'est-ce qu'on fait pas faire à un chef étoilé? C'est clair. Hein. Vous avez joué le jeu, c'est bien. Ouais, j'ai essayé. Mais dites-vous que vous n'êtes pas le seul à vouloir jouer le jeu. On a été posé la question justement aux Cannois. Est-ce qu'ils ont envie de tester les insectes, oui ou non? C'est un reportage signé Estelle Firling et Audrey Dequina. Pas vraiment, non, parce que je pense qu'on n'en est pas encore là. Et puis moi, je préfère les légumes. Ça, c'est quoi? C'est des insectes. Non. Ouais, j'en ai déjà mangé en truc d'apéro. Ouais, et alors? En vrai, ça va, c'est pas mal. Vous savez, la cuisine, c'est une tradition et c'est une culture. Donc, si j'étais née en Afrique où on a l'habitude de manger ça, je pense que ça n'aurait pas dérangé, mais il y a des gens qui ne mangent pas les escargots, nous on mange les escargots, ils ne mangent pas les cuisses de grenouille, on mange les cuisses de grenouille. Oui, pourquoi pas? Parce que en fait la petite subtilité du coup de ces plats là, c'est que c'est fait à base de viande imprimée en 3D. Ça aurait pu avoir la forme d'un poulet au moins. Bon, on est quand même d'une culture en France où on a toujours été habitué à manger des choses coûteuses, donc je pense que ça sera pas très... C'est comme tout, hein. C'est comme fumer. Hein. Avant, on pouvait fumer là, on pouvait fumer en mangeant. Et aujourd'hui, quelqu'un va fumer dans un restaurant, on va être choqué. D'accord? Donc c'est-à-dire que ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Donc c'est une mutation, c'est une évolution. Oui, en effet. Alors, oui, officiellement, j'ai goûté ce genre de truc, d'accord, qui est genre des tucs, je sais pas quoi, croustillant à la poudre de infusé au romarin et thym avec farine de criquet. Grillon. Pas Jérémy, hein. D'accord. Mais non, franchement, ouais. C'est surpris. Non, ouais, enfin surpris. Oui, on a des idées, hein, bien sûr. Mais je pense que dans l'avenir, oui, le blé, hein, tous ces champs qu'on fait,
qu'on exploite l'eau, on exploite beaucoup de choses. En effet, ce sont des choses qui pourront peut-être remplacer certaines farines. Oui. Et vous n'avez pas encore intégré les insectes dans vos recherches? Non, parce que non. Après, un jour peut-être. Non, c'est pas ça. C'est que moi, dans mon cerveau, ça bug. Non, enfin, ça bug pas. Non, c'est pas que ça bug. C'est pas ça. Je comprends. D'accord, je comprends. Maintenant, de là à franchir le pas, non. On serait dans une situation. Oui, aujourd'hui, on peut l'éviter cette situation. Par contre, oui, c'est quelque chose que. Oui, je comprends. Voilà, on va dire que non, mais réellement, et de toute façon, si je n'y croyais pas ou je vous dirais non. Oui, vous n'aurez pas testé. Je ne développerai pas. Je comprends. Et financièrement, on en a pour combien du coup si on veut se procurer ça? Bon alors c'est assez cher, hein. D'ailleurs on dit merci à notre responsable éditorial Olivier Théron pour avoir financé, parce que là vous voyez on a quelques grammes, si on réunit tout ce qu'on va vous présenter, ça doit faire environ 50 grammes tout au plus, et ça nous a coûté une petite trentaine d'euros. Non, c'est ça le problème. Ouais, le vrai problème, c'est quand on veut des changements, d'accord? Regardez le bio, tout ce qui est bio et tout ça. Attendez, on veut que les gens aillent dans un sens pour le bien-être et tout ça, mais on se rend compte que ça se transforme en business. Exactement. Et c'est ça l'ennemi en fait numéro 1 de l'évolution. On veut, mais tout de suite on se l'accapare pour se faire de l'argent et faire du business. Non. Vous voyez, non. Et ça donnera pas envie en plus aux populations de changer leurs habitudes. Non. Et par contre, là, ce qui aurait été intéressant de demander, ça serait à la nouvelle génération. Vous pensez quoi des insectes? Eux qui n'ont pas encore été atteints, vous voyez, un peu pollués par plein de choses, hein. Et ce qui aurait été intéressant, ça serait eux la question. Et dans le chat, est-ce que dans le questionnement, quelle est la réaction? Après, il y en a qui vont s'amuser, mais hors amusement, quelle est la réaction? Je pense que poser la question à des gens comme nous, ok, il y en a qui vont... On a les réponses. Hein. Moi, je vous dis que c'est super intéressant. Je comprends, oui, en effet. Après, si demain, je suis amené... Oui, je le ferai. Si je dois être amené à faire ça, oui, en effet, la farine, tout ça, c'est des choses où on n'a même pas besoin de le signaler. Alors, on est obligé, hein, d'accord? Mais ce que je veux dire par là, ça joue un rôle et ça construit. Oui, ça marche. D'accord? Ça marche. Par contre, il faut demander, est-ce que les nouvelles générations sont capables ou comprennent et serait capable de passer le pas? Bien sûr. C'est tout. C'est la question. Ouais. Justement, dans le chat, Christian, vous m'avez devancé. Si vous êtes prêt, en tout cas, répondez-nous. Est-ce que ça vous dit de manger des insectes? Et par contre, là, je ne vous pose pas la question. Je vais demander à mes collègues qui sont derrière la caméra de venir avec moi pour goûter 2-3 insectes. Et ce sera la fin de cette émission. Il y a des Bretons. Certains, ouais. Il y a des Bretons dans la salle, malheureusement. Hein. Et donc, voilà. En tout cas, merci Clément. Merci Christian, et j'en profite pendant que tout le monde arrive. Si on peut avoir 2 petits mots sur votre livre, donc vous disiez le titre encore en réflexion, et la date de sortie. Alors là, on va chercher un éditeur à partir de 2024. D'accord. Là, voilà, c'est quelque chose que. Alors, c'est quoi Venez, hein, les autres. Le livre, ça va parler de sur quelle pensée repose cette cuisine originelle, sur le vivant, considérer le vivant, prendre conscience de ce que l'on est, la surestimation de soi et tout ça. Et du coup, ça amène à un questionnement et une approche complètement différente. Et ça va laisser un témoignage sur notre époque, sur notre questionnement, sur Bien tout sûr. ça. Voilà. Ok, bah alors on a hâte de le lire. Bah ouais, vous me l'enverrez avec plaisir. Et donc si mes collègues peuvent venir avec moi, Clément, qu'est-ce qu'on leur propose? Oh, bah un petit criquet, je pense. Non, ça c'est trop facile. Non, le chiffre c'est trop simple. Non. Allez, ici le criquet, le prenez alors. criquet. Non mais si vous êtes capable de la chiffre, vous pouvez. Venez tous. Allez, Regarde Chloé, ton repas de Noël à base d'insectes. Moi je comprends, parce que je... Bon, Romain, tu peux goûter une petite chips. Ça, c'est les grillons au piment. Allez, oui, en vrai, oui. Ils sont pas mal en vrai. Les grillons, vous avez rien sorti. En fait... Oh, c'est bon, hein. Eh, t'as vu? Et qui c'est qui a dit que c'était bon? Les grillons au piment, c'est bon, hein. Non, mais j'ai pas dit que ça se mangeait pas. Hein. Alors Aurélien, on en pense quoi? Oui. Ah oui, piment, oui. Franchement, piqué, j'aime bien. Tiens. C'est vrai? Lequel? Devant la télé, je peux le manger. Grillon piment là, petit rouge. Ah. Non mais vous voyez ce que j'ai dit. Aurélien, viens voir du coup si tu peux nous dire tes réactions sur cette petite dégustation. C'est trop bon. Sur le criquet au piment, c'est vrai que c'est le piment quand même qui fait tout le goût, mais la texture est vraiment bonne, c'est croustillant. Oui, si on n'y pense pas. C'est super bon. Ça se mange très bien. Honnêtement, je suis surpris parce que je pensais pas que ça se mangeait si facilement aussi.
Bon bah très bien, bah alors merci à tout le monde, merci Christian Sinicropi. Non, merci à vous. Ouais, donc ce qui est intéressant, c'est ça. Voilà, c'est la nouvelle génération, hein, les jeunes. Ben, ils ont goûté, ils ont moins de barrières que nous, parce qu'ils sont moins pollués par tout le truc. Donc c'est ça qui est intéressant. Et comme dans beaucoup de domaines, l'évolution viendra en plus peut-être de cette nouvelle génération. Et nous, on espère de tout cœur dans Greenwatching qu'on arrive à passer le bon message. Donc merci encore à tous ceux qui étaient présents dans le chat. Merci à Christophe Moreau, merci à Christian Sinicropi, merci à tous les chroniqueurs. Voilà, je ne vais pas vous citer parce que j'ai peur d'en oublier. Mais merci à tout le monde et on se retrouve le lundi 22 janvier pour la prochaine émission. Et moi j'ai adoré le présenter aujourd'hui. Donc voilà, merci à tout le monde et bonne soirée. Merci à vous. Merci.